Bonjour à tous. Alors, monsieur le professeur, vous venez de nous parler brillamment de cette action dramatique qui est la bataille, fait historique complexe et dont la complexité relève de son caractère systémique. Les 4 batailles ou combats, et plus encore les 2 conflits qui sont inscrits au drapeau de la gendarmerie nationale, relèvent sans aucun doute de cette complexité, vous l'avez souligné. Plus encore lorsque l'on convoque la gloire, les héros et les images, donc les représentations. C'est Bonaparte qui lance l'idée d'inscrire les faits glorieux sur les emblèmes afin d'animer l'émulation entre les subdivisions, les unités, et de développer l'esprit de corps et le sentiment d'honneur. Il provoque dans le même temps, et du coup, une revendication de faits dont il faudra ou non reconnaître les mérites, travail la plupart du temps conduit dans des commissions. Je ne reviens pas sur les batailles qui sont inscrites au nom du drapeau de la gendarmerie. On aurait pu parler aussi de celles qui ont d'abord été inscrites au nom sur le drapeau de la garde républicaine et qui ne sont pas évoquées ici. Je rappelais dans un édito récent que le 31 janvier 2008, s'était tenu à l'école militaire une journée d'études portant sur la représentation du héros dans la culture de la gendarmerie 19e, 20e siècle. Et dans l'introduction, qui était intitulée « Héroïsme et culture militaire », Claude Dabzac et Pezy et Édouard Hebel, ici présents, évoquaient une double typologie qui me semble intéressant de rappeler, alors que nous allons débuter cette table ronde sur le thème du héros, justement. Celle d'abord des différents groupes disposés à rendre un culte. Donc il citait la famille, l'unité, l'armée, l'institution, l'association, la nation, le grand public. Et puis, et c'est ce point qui me semble intéressant, celle des 4 grandes figures archétypales qu'ils évoquaient. D'abord celle du héros fondateur, qui a une fonction généalogique et permet de souder les différents membres d'une famille ou d'un groupe. Le héros modèle, qui permet par le souvenir de ses actions d'éclat de donner l'exemple de la perfection dans le métier des armes, et a donc une fonction pédagogique. Le héros sacrificiel, qui ouvre la voie à l'acceptation de la mort, et a donc une fonction mystique. Et enfin, le héros transgressif, qui est créateur de valeurs nouvelles, à l'image des soldats de la résistance. Au travers des 3 interventions qui vont suivre, fondées sur le prisme de la rigueur de la recherche historique, regardons à travers les hommes et les images si ce sont bien d'authentiques héros ou actes d'héroïsme collectif auxquels nous avons eu affaire. Et donc je voudrais commencer par céder la parole au commandant Laurent Lopez, qui est docteur en histoire, qui sert au service historique de la Défense, au département des recherches historiques et de l'enseignement, et qui est également chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales à Saint-Quentin. Vous allez évoquer la question des gendarmes tués à Sébastopol, donc en 1855, avec ce titre un peu provocateur, « Retour sur une scène de Crimée ». Merci mon général. Il était nécessaire de rappeler à la gendarmerie ses hauts faits et de lui prouver que si elle est souvent à la peine, le gouvernement de la République sait apprécier ses services en la mettant également à l'honneur. Lorsque, au début de juillet 1913, le journal de la gendarmerie présente avec emphase les batailles qui seront inscrites sur le drapeau remis une semaine plus tard à la gendarmerie par le chef de l'État, il signale la reconnaissance de la République à une institution pourtant née sous la monarchie au début de l'année 1791. La revue signale cette reconnaissance, ou en tout cas veut y croire en l'interprétant comme telle. L'inscription Sébastopol 1955 est la 4e, et alors la dernière sur l'emblème accordé. Le paradoxe de voir le régime républicain saluer indirectement le souvenir d'un second empire par ailleurs honni ne soulève alors aucune réserve dans ce contexte unanimiste où la gendarmerie multiplie depuis quelques mois
les exercices de mobilisation. Répétant le décret du 1er mars 1854 et la loi du 17 avril 1798, le décret organique du 20 mai 1903 affirme dès son premier article que, je cite, « La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. » Fin de la citation. Et même si ensuite son caractère militaire est souligné, comme le rappelait le professeur Drévillon, même si son caractère militaire est souligné, on perçoit immédiatement ce que l'attribution d'un drapeau au même titre qu'un régiment peut avoir de problématique. Et encore plus quand il est remis à une institution qui, disséminée sur l'ensemble du territoire, ne coïncide pas avec une garnison. En effet, alors qu'il n'existe pas de drapeau pour l'infanterie ou la cavalerie, la gendarmerie s'en voit pourtant attribuer un en 1933, 33 ans d'ailleurs, après une de ses subdivisions, la garde républicaine. Alors que n'existe pas encore de direction autonome de la gendarmerie, se pose aussi la question de savoir qui gardera le symbole. Le choix de la Légion de Paris tranche l'épineux débat, même si les arguments confortant cette décision ne valent que par le poids de l'autorité qui les énonce. Après avoir retracé la participation des gendarmes à la guerre de Crimée, l'attention se portera ensuite sur la mémoire du conflit durant la Troisième République et son inscription au drapeau en 1913. Un emblème dont l'étoffe fait claquer au vent une mémoire créatrice de tradition et porteuse de valeurs, un emblème agrégateur d'un imaginaire manifestant un univers de représentation fondatrice d'une identité professionnelle au début du XXe siècle. Mais un emblème également dont il n'est pas certain qu'il fasse sens pour la majorité des gendarmes, en dépit des accents fiers et martiaux du journal de la gendarmerie en 1913. Alors, j'avais intitulé ma première partie « L'Empire, c'est la paix ». Vous en avez une manifestation derrière moi, une expression par la proclamation de Napoléon III, donc le siège de Sébastopol et la participation des gendarmes en tant que prévôtés. Rappelons d'abord ce qui a présidé à l'entrée en scène militaire, si je puis dire, des gendarmes en Crimée. Donc la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à la Russie au début du printemps 1854. Cette dernière refuse de se retirer de la Moldavie et la Valaquie qu'elle occupe au nom de la protection de la population orthodoxe de ces régions prises à l'Empire ottoman. Un motif religieux anime également l'auteur du coup d'État de décembre 1851. En Palestine, les lieux saints gardés par les Ottomans sont l'objet de disputes de plus en plus violentes entre chrétiens, catholiques d'une part, et orthodoxes d'autre part. Les catholiques français qui revendiquent des droits sur l'administration des lieux saints craignent de se voir évincés de Palestine, alors que les Ottomans s'inquiètent d'un nombre croissant de pèlerins orthodoxes grâce au chemin de fer et à la machine à vapeur, et la marine à vapeur. Troisième motif dont témoigne cette proclamation que vous voyez peut-être si vous en avez de bons yeux, cette proclamation, on le voit dans les derniers mots de ce texte, un Napoléon le Petit, pour reprendre l'assassine formule de Victor Hugo à la suite du coup d'État, un Napoléon le Petit donc qui reprend à son compte l'épopée impériale de son auguste oncle. Appuyant les troupes du sultan Abdulmecid Ier, un corps expéditionnaire auquel s'est joint le royaume de Sardaigne part pour la Crimée. Le nouvel empereur Napoléon III craint un expansionnisme continental russe, déjà, qui ferait de l'Empire ottoman son vassal et bouleverserait ainsi l'équilibre géopolitique européen. La guerre entre Ottomans et Russes s'est déclarée depuis l'automne 1853. Alors bien que Nicolas Ier quitte les Balkans durant l'été 1854, Napoléon III et Lord Palmerston, Premier ministre britannique alors, décident d'attaquer la base navale de Sébastopol qui abrite la flotte russe en mer Noire afin d'affaiblir les capacités militaires du tsar. Moins pour l'heure d'ailleurs qu'en prévision de l'avenir.
version 19e siècle de la guerre préventive, si je puis dire. Le port de Sébastopol est protégé par des tranchées, des bastions, et malgré la victoire des Alliés à l'Alma en septembre, un long siège débute en octobre 1854. À terre, les assiégeants font face à 571 pièces d'artillerie abritées par des fortifications. Les navires dans la baie apportent leur puissance de feu aux défenseurs, alors que l'accès au port a été rendu impossible aux marines françaises et britanniques par des embarcations russes sabordées. Alors, qu'en est-il de la gendarmerie ? La gendarmerie est d'abord envoyée en Crimée au titre de ses missions de prévôté, dont vous parlera le professeur Luc en fin de journée de manière beaucoup plus détaillée. Donc, gendarmerie envoyée au titre de ses missions de prévôté, réaffirmée par le récent décret du 1er mars 1854. Elle couvre l'ensemble des infractions relevant de la police judiciaire militaire, mais les gendarmes doivent aussi veiller à la protection des habitants du pays contre les exactions des soldats français. Dans cette façon de faire la guerre qui emprunte encore à l'Ancien Régime, les gendarmes contrôlent aussi tous les civils vivant de la guerre dans le sillage des armées, vivandières, lavandières, chiffonniers. Ils doivent aussi, autant que faire se peut, éloigner les prostituées des campements. Alors, quand on regarde le tableau derrière moi emprunté au lieutenant-colonel Ebel, on constate que la majeure partie de l'activité répressive des gendarmes concerne les vols. Les gendarmes recherchent également les déserteurs, dont le nombre, évidemment, augmente au fur et à mesure que le siège dure, avec des combats particulièrement violents et également des combats marqués par la rigueur du froid. Ce qui caractérise la violence des combats, c'est également le déploiement d'une artillerie puissante qui est bien abritée par toute une série de tranchées de bastions. En ce qui concerne le commandant de la place de Constantinople, lui, il déplore l'insuffisance de ses militaires chargés de la police aux armées. Je le cite, « J'ai bien peu de gendarmes, 6 à cheval et 6 à pied. Il m'en faudrait au moins une vingtaine à cheval pour faire des patrouilles au loin. J'ai l'honneur de vous demander 50 gendarmes à pied de la garde impériale. L'uniforme du gendarme fait toujours forte impression sur l'esprit du soldat. Je pense donc, par ce moyen, arrêter ce commerce des faits qui ruine la discipline et démoralise le soldat et empêcher aussi la maraude dans les vignes. » Donc, je vous parlais des vols qui constituent la majeure partie du travail des gendarmes en tant que prévôt. Là, ce dont il est question dans cet extrait, c'est le vol d'effets militaires qui sont revendus. Dans une deuxième partie, étudions plus spécifiquement les faits d'armes, puisqu'il en est question durant cette journée, les faits d'armes des gendarmes durant la guerre d'Orient, et voyons de quelle manière la prévôté se mue en force combattante. À la fin de l'hiver 1855, la gendarmerie est appelée à jouer aussi et désormais un rôle combattant sur le front. Le journal de la gendarmerie salue ainsi le départ des, je cite, des 2 bataillons de guerre du régiment de gendarmerie de la garde impériale. Le départ de cette troupe magnifique s'est effectué en 2 colonnes et par 2 trains. Elle trouvera, en arrivant à Marseille, des bâtiments prêts à les transporter près du théâtre de la guerre. Ces 2 bataillons, composés chacun de 6 compagnies de 125 hommes, présentent une force de 1500 gendarmes, tous beaux hommes. Messieurs, mesdames, cela vous ravira, tous beaux hommes de haute taille, bien constitués, aguerris, ayant presque tous fait la campagne d'Afrique. Alors ce ton martial qui exalte la valeur militaire des gendarmes contraste singulièrement et pourtant avec les réticences exprimées dans cette même revue, donc le journal de la gendarmerie, dans cette même revue, 6 ans auparavant, par son fondateur, le baron Cochet de Savigny, chef d'escadron à la retraite, qui prévenait, je cite, « La gendarmerie est excellente dans sa spécialité, qui est le maintien de l'ordre, la recherche et l'arrestation des coupables, l'exécution des mandats judiciaires. Elle n'offrirait pas les mêmes avantages comme troupe de guerre. » Fin de la citation.
Alors, malgré ces réserves qui mettent en avant l'âge des gendarmes, une vie de famille qui aurait dénervé leur ardeur militaire, un argument également qui met en avant le coût budgétaire plus élevé des gendarmes par rapport aux troupes de ligne. Néanmoins, le 9 avril, ce sont donc 1500 gendarmes commandés par le lieutenant-colonel Joly qui quittent Paris pour Marseille. Quand ceux-ci débarquent à Constantinople, le général commandant la place envisage pourtant de réexpédier, je cite, cette troupe d'élite spéciale, et il envisage de la réexpédier à Paris où il estime qu'elle serait plus utile. Quoi qu'il en soit, ils y étaient, ils y restèrent et ils s'y battirent, pour plagier la formule que le général MacMahon allait prononcer ensuite après la prise de la redoute de Malakoff. Alors revenons donc à notre théâtre d'opération. Les gendarmes sont donc engagés début juin au soir du 7. Leur mission est de s'emparer des fortins protégeant Sébastopol afin de préparer l'assaut final de la ville proprement dite. Écoutons le chef d'escadron Baudinet, commandant le 1er bataillon, qui relate le combat de ces hommes. « Je reçus l'ordre de rallier mon bataillon et de rester pour former réserve afin de soutenir au besoin les hommes de tous les corps qui, dans une ardeur et un élan indicibles, s'étaient laissés entraîner jusqu'au plus près du pont qu'ils voulurent franchir pour attaquer la redoute qui se trouve au-dessus et couvre le port de la ville. » L'officier, ayant terminé ce récit, promet de défendre la position qui lui est confiée, je cite, jusqu'à la dernière extrémité. Les gendarmes sont exposés au feu croisé des Russes, mais tiennent jusqu'à leur relève le 9 juin. Quelques illustrations derrière moi de ce que pouvait être le champ de bataille et la violence des combats. Donc, au total, ce sont plus de 5500 soldats français qui meurent lors des assauts des seuls 7 et 8 juin. Les 2 bataillons de gendarmerie reprennent le service de tranchées jusqu'au 17 août, où l'ordre leur est donné de revenir à Constantinople. Des détachements restent pour assurer un service prévôtal jusqu'à la fin du conflit. Un retour progressif se déroule en novembre et décembre 1855 et le 29 décembre, la gendarmerie participe à l'entrée triomphale de la garde impériale à Paris. Le 13 février, l'empereur, qui passe en revue ses vétérans de la campagne d'Orient, remet une croix d'officier de la Légion d'honneur, 8 de chevaliers et 27 médailles militaires. Quant aux pertes, elles sont difficiles à établir avec certitude. Elles varient selon les sources. Si le livre d'or de la gendarmerie recense 20 gendarmes tués alors, en 1856, une autre source comptabilise un officier tué, 3 officiers morts de maladie, 24 gendarmes tués ou morts de maladie. À ce bilan plus ou moins direct, qui souligne la violence de l'engagement auquel prirent part les gendarmes et les difficiles conditions qu'ils subirent, difficiles conditions de vie, il faut ajouter la mortalité provoquée ultérieurement par une épidémie de choléra qui provoque plus de morts encore, avec une trentaine de décès au sein de la prévôté. Voyons maintenant quelle fut cette mémoire de Sébastopol durant la Troisième République et de quelle manière fut valorisé l'héroïsme militaire attaché à cette bataille. Alors, quand la gendarmerie se voit remettre son emblème en 1913, rappelons, comme je l'ai déjà dit, que la garde républicaine possède déjà le sien depuis le 14 juillet 1880. Rappelons que cet emblème remis à la garde républicaine, cet emblème lui a été remis ainsi qu'à tous les régiments français qui l'avaient perdu lors de la guerre de 1870 et qui en avaient retrouvé un ensuite hâtivement, donc un drapeau pour les régiments à pied et un étendard pour les régiments montés. La République, en 1880, entend donc donner la plus grande solennité à cette première célébration officielle de la fête nationale. Premier moment de célébration, donc le 14 juillet a été choisi comme fête nationale par la Troisième République, qui est célébrée la première fois en 1880. C'est donc un moment de célébration de la nation, un moment de célébration de l'armée,
mais également un moment de célébration du régime récemment installé. La République, donnant par la main du président ses emblèmes aux troupes, représente aussi discrètement le symbole d'armes qui doivent céder leur force devant l'autorité de la toge, évidemment. En l'occurrence, plutôt la redingote. Mais il faut attendre 1899 pour que 4 batailles, alors je crois qu'il n'en est pas beaucoup question aujourd'hui, donc je les citerai, au moins ça sera peut-être le moment de la journée où elles seront citées, les 4 batailles inscrites au drapeau de la garde républicaine, donc Danzig 1807, Friedland 1807, Alcolea 1808, Burgos 1812. Il faut attendre 1899, donc vous voyez, 19 ans après 1880, pour que ces 4 batailles fussent inscrites au drapeau du corps de la garde. 4 batailles, donc Danzig, Friedland, Alcolea, Burgos, qui exaltent l'effet d'armes du Premier Empire, le professeur Drevillon en parlait à l'instant, l'effet d'armes du Premier Empire et associe de facto étroitement la Légion de la garde républicaine à la personne de Napoléon Ier et à sa geste conquérante. 33 ans plus tard, il nous faut donc revenir au drapeau de la gendarmerie, 33 ans plus tard, la gendarmerie se voit également attribuer son emblème lors de la fête nationale, le 14 juillet 1913. Le journal de la gendarmerie fait alors un récit épique qui se veut exact des 4 batailles alors inscrites. Récit épique qui se veut exact donc des 4 batailles alors inscrites, en soulignant qu'il n'est pas possible en effet de se fier à ce qui a été raconté de droite et de gauche. Alors précisément, que peut-on lire de droite et de gauche, pour reprendre la formule du journal de la gendarmerie, que peut-on lire de droite et de gauche dans la presse corporative des militaires au sujet de Sébastopol ? Que peut-on lire dans la presse officielle ou en tout cas dans les circulaires officielles au sujet de la bataille ? On peut tout d'abord constater que la question de l'attribution d'un drapeau à la gendarmerie ressurgit de loin en loin depuis les années 1880, avec une acuité bien moindre que les thèmes de la paperasse, thèmes des désagréments liés aux réquisitions pour le maintien de l'ordre ou les refus des commissions rogatoires. Ce thème de Sébastopol ou ce thème des batailles vécues par la gendarmerie apparaît beaucoup moins que le thème de la lourdeur des tâches militaires infligées aux gendarmes ou des contraintes imposées par les revues. Par exemple, en 1899, quand sont inscrites les 4 batailles sur le drapeau de la garde, c'est un de ces moments où des voix s'élèvent au sein de la gendarmerie pour s'étonner de l'absence d'un emblème pour leur institution. En 1901, la question réapparaît timidement à l'occasion de la venue du tsar en France et des noms sont proposés. Marengo, Villadiego, les campagnes d'Orient et la conquête de Madagascar, mais aussi Sébastopol. On peut d'ailleurs se dire qu'il n'était pas forcément diplomatiquement très habile de proposer Sébastopol lors de ce voyage officiel du souverain russe destiné à préparer un rapprochement militaire contre le Reich. En 1901, on a déjà la rumeur de l'attribution de ce drapeau à la gendarmerie, un drapeau qui serait attribué lors d'une prochaine revue, dans les semaines qui suivent. On est en 1901, il a fallu attendre 1913. Alors, pour le cas spécifique de Sébastopol, le moniteur de la gendarmerie se félicite au début des années 1881 de la nomination comme général du colonel Repecco, qui a été blessé à Sébastopol comme combattant du 1er régiment de la garde. L'insistance sur sa valeur militaire est explicitement développée pour montrer qu'un officier de gendarmerie fait un général d'un mérite au moins égal à un militaire venu des troupes de ligne. Mais hormis ce cas, ou celui du général Lambert qui revient à la vie civile en 1890, le souvenir de la bataille peut principalement se lire dans des revues nécrologiques des participants à la guerre d'Orient. Notice nécrologique qui concerne
tant des gendarmes que des militaires d'autres troupes. Par exemple, le général Pelletier, chef des troupes coloniales, ou même Madame Thévenot, dont l'écho de la gendarmerie rappelle en 1893 qu'elle s'était fait remarquer comme ambulancière de vocation pendant le siège de Sébastopol et notamment aux 2 assauts de Malakoff. Quelques années auparavant, le même journal, donc l'écho de la gendarmerie, ce même journal attirait l'attention sur le délabrement des tombes à Sébastopol, le délabrement des tombes des soldats français. Dans ce souvenir, qui demeure de même très effacé, dans ce souvenir de la bataille qui demeure très effacé, pas de distinction d'armes entre les morts, les tombes des gendarmes et celles de leurs camarades d'autres régiments. Notice nécrologique, tombe, on voit que la vaillance militaire valorisée inclut une dimension funèbre qui en fait tout le prix aux yeux de ces turiféraires. Précisément, dresser un bilan exact des morts à Sébastopol, puisqu'il est question de héros aujourd'hui, dresser un bilan exact de ces morts montrés comme des héros, dresser un tableau des conditions de leur décès demeure problématique. En 1913, aucune indication officielle n'est donnée à ce sujet, tant sur les conditions que sur les noms, que sur leur nombre. Donc aucune indication officielle n'est donnée à ce sujet. Et le journal de la gendarmerie, qui se veut pourtant le héros de ces faits d'armes, ne permet pas d'en savoir plus sur le nombre et le nom des morts, ainsi que la description concrète de leur participation à la guerre de Crimée. On a très très peu d'éléments factuels, hormis une vision de la bataille qui est empreinte de beaucoup de bruit et de fureur, mais finalement d'assez peu d'éléments factuels. Dans le récit que le journal de la gendarmerie que je montre derrière moi, dans ce récit qui est fait par le journal de la gendarmerie, on a l'impression que la bataille est en quelque sorte exaltée pour elle-même, comme un épisode qui manifeste la valeur intrinsèque militaire, la valeur militaire intrinsèque des gendarmes, sans que finalement les circonstances importent réellement. On assiste alors bien à un moment de construction mémorielle, un moment d'une construction mémorielle qui est fondatrice d'une tradition où l'histoire importe moins que la façon dont l'institution s'en saisit comme auto-représentation. Alors vous me permettrez ce clin d'œil à nos amis policiers. Alors que la gendarmerie se voit attribuer son drapeau en juillet 1913. Et je crois que la chronologie fine, je trouve, est assez suggestive. Donc en juillet 1913, la gendarmerie se voit attribuer son drapeau. On peut noter l'étrange concordance qui voit des gardiens de la paix s'approprier la Marseillaise en faisant leur Marseillaise quelques jours auparavant. Cette Marseillaise, donc avec des paroles écrites spécialement pour le congrès des amicales de la police. On voit que ces gardiens de la paix affirment ainsi leur attachement à la République, mais exaltent aussi un passé et un imaginaire guerrier de la mort pour la patrie. Cette mort pour la patrie mise en vers par le poète Anticoras. En 1913, alors que ce soit dans les rangs policiers ou que ce soit dans les rangs gendarmiques, ici avec cette Marseillaise ou pour la gendarmerie avec son drapeau, en 1913, durant l'été 1913, on ne peut s'empêcher de penser que l'air du temps est à la guerre, comme en témoigne par exemple la multiplication depuis 1911 des manœuvres de mobilisation auxquelles la gendarmerie participe activement. En août 1913, le journal de la gendarmerie déplore pourtant, je cite, qu'un ordre au nom de l'armée ou de la gendarmerie au moins n'ait pas été le motif pour rédiger une courte notice relatant le fait glorieux, de manière qu'une seule version, la bonne, l'historique, soit apprise et connue de tous les militaires de la gendarmerie qui doivent savoir par cœur où et comment s'immortalisèrent leurs aînés. Voilà une citation qui ferait plaisir aux délégués au patrimoine. Donc, apprendre par cœur où et comment s'immortalisèrent leurs aînés.
On a vu durant cet exposé que cet attachement ponctuel au passé militaire de l'institution contraste avec des batailles qui font d'abord figure de ces belles endormies dont parlera le capitaine Filmotte. Des batailles qui font figure de belles endormies. Et cette question du drapeau et de ses inscriptions en dit sans doute beaucoup plus sur la gendarmerie de 1913 que sur son passé magnifié. Je vous remercie de votre attention. Mon commandant, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau, je dis à nouveau parce que l'an dernier vous étiez intervenu aussi sur le même sujet lors du colloque précédemment organisé par l'Anne Orgeant, donc l'an dernier. Donc Madame Nathalie Griffon de Plaineville, vous êtes rédactrice en chef de la revue Gloire et Empire et de Prétorien Magazine, et vous allez nous parler donc du combat de Ville-Audrigo. Mesdames et messieurs, je vous parlerai aujourd'hui du combat de Ville-Audrigo qui est inscrit sur le drapeau de la gendarmerie. Juste une petite question technique à régler pour que ça ne défile pas. Alors, voilà. Parce que je voulais commencer sur une belle image de gendarme de l'époque du Premier Empire, avec son bel uniforme. Déjà, pour commencer, en 1791, sous la Révolution française, un décret supprime l'ancienne maréchaussée et c'est la création de la nouvelle gendarmerie nationale. La prochaine étape survient sous le consulat, donc sous le Bonaparte. Arrêté du 31 juillet 1801 règle la composition et l'organisation de la gendarmerie en 26 légions. Donc là, c'est vraiment à l'époque où on reprend les appellations de la Rome antique et on a le nom de légion pour la gendarmerie. Donc on a 26 légions de gendarmerie plus la gendarmerie d'élite. Et là, à cette époque-là, on a les brigades de gendarmerie à cheval et à pied. Chaque légion est composée de 2 escadrons et chaque escadron de 2 compagnies. En ce qui concerne la gendarmerie d'élite, il s'agit des hommes choisis parmi les mieux exercés aux manœuvres. Il faut qu'ils soient célibataires et il faut qu'ils aient une bonne moralité, selon l'époque, bien entendu. Donc je suppose qu'il y a certains critères pour entrer dans cette gendarmerie d'élite. Et aussi, il y a un autre critère, c'est la taille. Le minimum, c'est 1,78 m. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure actuellement dans la gendarmerie c'est respecté, mais là, c'est 1,78 m, la moralité, célibataire et plutôt des gens déjà qui ont fait une certaine carrière militaire. La gendarmerie d'élite a comme mission surtout de veiller sur Bonaparte, l'accompagner pendant les voyages et maintenir l'ordre. En 1803, cette gendarmerie d'élite est assimilée aux grenadiers à cheval, qui est une autre troupe d'élite dans la garde. À partir de 1806, ne reste plus que la gendarmerie à cheval, donc il n'y a plus de gendarmerie à pied, et cette gendarmerie d'élite est donc augmentée en 1813. Par contre, dans l'armée, on ne les aime pas du tout, on les appelle les immortels, tout simplement parce qu'ils ne combattent pratiquement jamais. Parce qu'ils accompagnent Bonaparte, donc ce n'est pas leur rôle. Mais pour l'armée, ce sont les immortels, parce qu'ils ne risquent pas de mourir au combat selon les autres qui font tout le boulot. Alors, le grand patron de la gendarmerie, c'est le maréchal Moncey, que Napoléon a toujours caractérisé comme un honnête homme, donc c'est l'inspecteur général, qui veille sur cette troupe. En 1810, l'escadron est supprimé comme unité de référence et à partir de ce moment-là, la légion de gendarmerie comprend de 3 à 6 compagnies. Alors ça, c'est la généralité sur la gendarmerie et nous, on va parler aujourd'hui de la gendarmerie qui sert en Espagne. Parce qu'à partir de 1807, avec l'invasion de Portugal par l'armée de Junot, mais surtout 1808, quand c'est vraiment l'invasion de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, ce ne sont pas moins de 4000 gendarmes qui vont servir en Espagne, sous les ordres du général Buquet. Alors, le 24 novembre 1809, on décrète l'envoi de 20 escadrons de gendarmerie en Espagne.
Là, on revient à nouveau aux escadrons. Alors, ils sont formés début 1810 et ils sont principalement cantonnés dans les régions de Catalogne, Aragon, Navarre, Guipuscoa, Biscaye, Santander et Burgos. Donc, vous voyez, c'est surtout le nord de l'Espagne. Donc, ils ne vont pas descendre en Andalousie, ils ne vont pas descendre au centre. Donc, c'est surtout le nord. Pourquoi le nord? Tout simplement, c'est parce que les missions de la gendarmerie, c'est surtout combattre les guérillas. Les guérillas sont les plus actives, je dirais, au nord. C'est les bandes les mieux organisées. Et aussi protéger les communications entre la France et les autres parties de l'Espagne occupées par les troupes françaises. Donc, escorter le convoi, protéger les communications, traquer les déserteurs qui, eux, ont tendance plutôt à remonter vers la France. Donc, tout ça, ce sont les missions de la gendarmerie en Espagne. En novembre 1810, on voit la création des gendarmes chevaux légers ou l'ancien gendarme. Donc, on arme les gendarmes de la lance, notamment pour contrer les guérilleros, ces partisans espagnols qui, eux, sont armés de la lance. Le 12 décembre 1811, la gendarmerie en Espagne est organisée en 6 légions. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est l'uniforme porté par les gendarmes en Espagne. L'unité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première légion de gendarmerie à cheval, dite de Burgos, parce qu'elle est basée à Burgos et aux alentours. Et cette légion est organisée en 6 escadrons en décembre 1810. Donc d'abord, elle est nommée Burgos, tout simplement, et après, en 1811, elle est renommée première légion de gendarmerie. Donc, les missions, je vous ai déjà citées, service des escortes, les colonnes mobiles et donc les déserteurs, les guérillas et aussi faire entrer les contributions parce que les Français veulent organiser l'Espagne et surtout en tirer de l'argent aussi. Donc ça, c'est une des missions de la gendarmerie dans ce pays. Et cette première légion, la légion de Burgos, est commandée par quelqu'un que tout gendarme en France connaît sûrement, c'est le colonel Jean-Alexis Bataille. Alors, Bataille, c'est déjà un militaire qui a fait une belle carrière avant cet envoi en Espagne. Jean-Alexis Bataille né le 7 août 1763 à Rodez. Il est fils d'un marchand, donc ce n'est pas du tout un militaire par tradition familiale, mais plus par vocation. Il s'engage à l'âge de 18 ans au régiment de cavalerie de Berry. Mais vous voyez, c'est fils d'un marchand, ce n'est pas un aristocrate. Et pour lui, les espoirs, c'est assez faible de monter en grade. Donc il quitte l'armée, mais arrive la Révolution. C'est vraiment le parcours de, je ne dirais pas la plupart, mais de beaucoup d'officiers qui vont après avoir des grades supérieurs sous l'Empire. Sous la Révolution, on forme les bataillons de volontaires et Bataille, en tant qu'ancien militaire déjà à l'époque, est élu lieutenant au 2e bataillon des volontaires de l'Aveyron. Il devient très rapidement capitaine et il est envoyé dans l'armée active. Alors, c'est là qu'il rencontre Bonaparte pour la première fois au siège de Toulon, en 1793, et c'est là aussi qu'il reçoit sa première blessure à Toulon. Ensuite, il continue de servir sous les ordres de Bonaparte parce qu'il fait la première campagne d'Italie et la campagne d'Égypte. Et donc, c'est pendant la campagne d'Égypte, à l'époque, il est nommé chef de bataillon, donc en Égypte. Pourquoi de bataillon? Parce que Bataille, à l'époque, il sert dans l'infanterie. Nous, on le représente surtout comme un cavalier de renom, mais il a quand même commencé son service. Il a servi pendant plusieurs années dans l'infanterie. Alors, avec son unité d'infanterie, il défend en août 1801. Donc ça, c'est déjà la période où Bonaparte est parti et c'est la fin de l'occupation d'Égypte, de cette campagne d'Égypte de l'armée française. Il défend le fort du Marabout contre les Anglo-Turcs, c'est au nord de l'Égypte, pendant 4 jours avec une poignée d'hommes. Donc il est 2 fois blessé pendant cette défense. Et il est recommandé au gouvernement français par le général en chef Menou.
Donc ces lettres sont conservées dans son dossier de la Légion d'honneur de Béteille. Et Menou écrit que lui fait des éloges vraiment très forts. Et il dit que si tout le monde avait rempli son devoir comme Béteille, les Français auraient conservé l'Égypte. Bon. C'est un peu de la rhétorique, mais c'est vraiment de l'époque. Donc Béteille se distingue. Alors, puisqu'il se distingue tellement en Égypte, quand il rentre en France, il est recommandé par les futurs maréchaux Murat et Bessières, par plusieurs généraux, et il demande à être affecté à la gendarmerie. Et donc, sous le consulat, en 1802, il devient chef d'escadron dans une des légions de gendarmerie. Donc, c'est là qu'il entre dans la gendarmerie, donc sous le consulat. Et il est compris également dans la première promotion de la Légion d'honneur, en 1804. Alors, les premiers services, il ne fait pas du tout les grandes campagnes de Napoléon à Austerlitz, il ne les fait pas. Parce que à cette époque-là, donc, il reste en France et c'est seulement en 1807-1808 qu'il sert en Allemagne. Mais on ne peut pas dire qu'il a participé à de grandes batailles. Par contre, en 1808, donc, il est envoyé en Espagne et il devient colonel de la Légion de Burgos le 13 janvier 1811. Et donc, c'est avec cette Légion de Burgos qu'il se distingue. Donc, on va déjà parler du contexte dans lequel se déroule ce combat de Ville-Rodrigo. Je ne vais pas vous raconter toute la guerre d'Espagne, sinon il sera encore demain. Mais concrètement, ce qui se passe en 1812. En 1812, vous savez que les yeux de l'Europe et du monde entier sont rivés sur la Russie, où Napoléon mène sa grande campagne contre le tsar. Par contre, d'autres événements se déroulent en Espagne, où l'armée alliée commandée par Wellington mène une offensive depuis le Portugal vers l'Espagne. Donc au début, ce sont les sièges. Donc en janvier, février, mars, avril, ce sont les sièges des forteresses frontalières. Ensuite, en juillet 1812, c'est la grande bataille des Arapiles, celle que les Anglais appellent Salamanque, la grande victoire de Wellington. Et ensuite, il continue donc son avance et il met le siège devant le château de Burgos. Par contre, ça, c'est vraiment son plus grand échec en Espagne, puisque le siège est un échec. Et le 22 octobre, Wellington lève le siège de Burgos, puisqu'il a appris quelques jours avant par le général Hill, son subordonné qui se trouve autour de Madrid, et que les Français préparent une grande offensive. Pendant ce temps-là, les armées françaises en Espagne se sont concentrées, ce qui ne leur est pas arrivé bien souvent, mais là, pour une fois, ils ont réussi à s'entendre. Au Conseil de guerre, ils ont décidé de faire une réunion de trois armées et de projeter une offensive parce que les Alliés, notamment les Anglais, sont vraiment allés très loin, donc jusqu'à Burgos, et il faut les chasser vers le Portugal. Donc, le siège de Burgos est levé et Wellington commence sa retraite vers le Portugal. Il est poursuivi par l'armée du général Souham, 45 000 hommes, par l'armée du Nord du général Caffarelli, 9 000 hommes. Donc, vraiment, les Français ont une grande supériorité numérique à ce moment-là sur les Alliés qui font leur retraite précipitamment vers le Portugal. Alors, en ce qui concerne les gendarmes, ils font partie de la cavalerie de l'armée du Nord. C'est la brigade Béteille, commandée donc par Béteille, dont font partie les lanciers de Bergue, le 15e régiment de chasseurs à cheval, et en l'occurrence, ici, on a 4 escadrons de la Légion de gendarmes. Donc Béteille, pourquoi il commande? C'est qu'un colonel, donc normalement il ne devrait pas commander une brigade, mais c'est parce qu'il remplace le général Laferrière qui a fait une chute de cheval et qui n'est donc pas présent. Dans certains ouvrages, il est dit que c'est le colonel Favereau du 15e chasseur à cheval qui commandait la brigade dont faisaient partie les gendarmes, mais j'ai regardé les états de service, Béteille il est plus ancien que Favereau, donc c'est à lui que revenait le commandement de cette brigade. Le 22 octobre 1812,
L'armée alliée de Wellington se trouve déjà à 15 km à l'ouest de Burgos, en pleine marche sur Valladolid. Elle est poursuivie donc, par les armées de Soham et de Caffarelli. Et arrive cette journée du 23 octobre. Alors, le 23 octobre, les combats d'arrière-garde commencent dès le matin parce qu'une force de cavalerie alliée, composée des brigades Anson et Bock. Donc, Anson, c'est une brigade de dragons légers, 11e, 12e, 16e régiment. Et Bock, c'est une cavalerie d'élite dans l'armée alliée de Wellington. Ce sont les dragons lourds de ce qu'on appelle la KGL, King's German Legion, donc la Légion allemande du roi. Donc ça, c'est vraiment une troupe d'élite, jamais vaincue. Auréolés de la gloire du combat de Garcia Hernandez en juillet 1812, ils ont même réussi à rompre un carré d'infanterie française, qui arrivait très, très rarement à cette époque-là. Et donc là, les Français se retrouvent devant les dragons légers anglais, les dragons lourds allemands et quelques troupes de guérilla dont les Français ne tenaient jamais compte pratiquement. Alors, toute cette force est commandée par le général Stapleton Cotton, qui était un peu, si on peut dire, l'équivalent de Murat dans l'armée anglaise, pas par sa grande performance sur le champ de bataille, mais surtout par ses habits. Donc, le premier combat survient devant Celada de Camino. Donc ça, il faut voir l'avance. Donc, vous voyez au nord des Français qui arrivent, donc en bleu, les chasseurs à cheval français qui repoussent donc cette arrière-garde anglaise des dragons légers devant Celada de Camino. Alors, Wellington envoie au secours de son arrière-garde 2 bataillons de la Légion allemande, 2 bataillons légers, sous les ordres du colonel Halkett et aussi de l'artillerie à cheval. Alors, les chasseurs à cheval de Courteau culbutent cette troupe et culbutent également les guérillas et les poursuivent jusqu'à Venta del Pozo. Alors, je ne sais pas si c'est indiqué ici, peut-être pas, mais donc en fait c'était un tout petit hameau. Et d'ailleurs, il faut dire que le combat de Villodrego, vous ne trouverez pas de combat de Villodrego dans les ouvrages anglais, ce sera toujours Venta del Pozo, et chez les Allemands également. Donc ce combat, il porte 2 noms. Ça, à l'époque, c'est assez courant quand même, que le même combat porte 2 noms selon qui le nomme. L'exemple peut-être le plus connu, c'est Borodino à la Moscova, pour la campagne de Russie. Alors, l'arrière-garde alliée atteint Villodrego et prend position donc, à 3 km de Villodrego sur le bord d'un ruisseau, derrière un pont en pierre. Alors, Cotton veut attirer les Français sous le canon. Donc, les canons, comme vous voyez, ils sont rangés derrière le pont. Donc, ici. Là, ce sont les canons. C'est Venta del Pozo, c'est indiqué, donc c'est juste avant le pont. Alors ça, c'est le pont en pierre. Par contre, les dragons légers, comme ils se replient en combattant, ils sont les derniers à passer le pont. Donc ils passent le pont et ils se rangent non pas où ils devaient se ranger, mais derrière les dragons de la Légion allemande. Donc voilà, alors ils arrivent ici. Et le général Bock, le général allemand, veut éviter la confusion. Il ordonne aux dragons légers de prendre position plutôt à gauche. Et les dragons légers, est-ce que c'est la confusion du combat? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mal interprété l'ordre? Au lieu de passer derrière les canons, ils passent devant les canons. Donc, vous voyez, là, les canons sont là. Au lieu de passer comme ça, ils passent ici. Et par ce mouvement, ils masquent les canons. Donc les canons anglais ne peuvent pas tirer. Pendant ce temps-là, la cavalerie française commence à passer le pont. Escadron par escadron, parce que Cotton, ce qu'il voulait, c'est que 3 escadrons français passent le pont. Là, il les charge avec ses forces supérieures, il les défait, et ainsi de suite. Or, puisque les canons sont masqués, les Français ont le temps de faire passer 9 escadrons avant que les canons aient le champ de tir libre. Le problème, c'est que comme les artilleurs ont été assez énervés par ce passage de dragons légers devant eux,
ils tirent mal. Donc, ils ne tuent personne chez les Français, donc ils tirent mal, ils visent mal, et quand ils voient les Français arriver, ils déguerpissent, et donc l'artillerie recule. Il n'y a plus d'artillerie chez les Alliés. Alors, à ce moment-là, les dragons allemands et les dragons légers d'Anson se préparent à charger les Français, mais les Français chargent les premiers. Donc il y a 2 engagements. Alors, combien de monde? Là, les chiffres, vous savez ce que c'est le chiffre dans l'histoire militaire, c'est rarement précis. Alors ici, on estime que les Français avaient une légère supériorité numérique. Ils étaient 1200 contre 1000 chez l'ennemi. Donc c'est plus ou moins équilibré, si on peut dire. Donc les dragons légers se battent contre les lanciers de Berg et le 15e chasseur à cheval. Et ensuite, donc, arrivent les dragons lourds de la Légion allemande qui se heurtent à la gendarmerie, donc à cette légion de gendarmes commandée par Bethey. Il est 17h à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est un combat toute la journée. Donc les Français ont quand même l'avantage, il faut dire, cette brigade qui arrive parce qu'ils sont frais. Ils n'ont pas combattu de la journée parce que c'est la cavalerie de Curtot qui a combattu des dragons également, mais pas les gendarmes. Donc ils sont relativement frais, tandis que les Anglais, ils ont déjà eu un engagement ce jour-là, donc ils sont un peu fatigués. Bon, ça c'est les Anglais qui le disent. Hein. Bon. Alors le combat, ça c'est une mêlée de cavalerie entre les gendarmes et les dragons lourds allemands. Elle dure entre 8 et 10 minutes selon les témoins, ce qui est suffisant pour infliger des pertes assez lourdes des 2 côtés. Donc, la gendarmerie se distingue particulièrement donc, pendant ce combat. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 engagements, 2 détachements, si vous voulez, de gendarmes. Il y a 2 escadrons avec le chef d'escadron bourgeois qui charge de front et 2 autres escadrons avec le capitaine Caudel qui charge de flanc. Alors, la mêlée de 10 minutes et les gendarmes l'emportent. Les dragons lourds allemands sont défaits. Donc, pendant ce combat, ont lieu quelques faits d'armes, quelques épisodes particuliers. Notamment, le gendarme Royer refuse de prendre la montre et l'argent que lui tend un officier anglais en disant « Les gendarmes ne font la guerre que pour l'honneur ». Le hanovrien Karl von Odenberg, qui servait dans les dragons allemands, dira plus tard de cette action à laquelle il a participé: le contact initial entre les 2 formations fut fait avec tant de vigueur que ne fûmes en un instant mélangés, les amis et les ennemis étant presque impossibles à distinguer. Le sol était jonché de Français et nos propres pertes étaient extrêmement sévères. Le général Buquet, donc, qui commandait la gendarmerie en Espagne, a écrit ensuite dans son rapport: pour nommer ceux qui se sont distingués dans cette charge, il faudrait nommer tous les militaires de la Légion. Donc, pour vous relater la fin du combat, la cavalerie alliée recule et à ce moment-là surviennent les dragons français du général Boyer qui attaquent donc par ici, qui arrivent, qui se heurtent 2 bataillons légers de la Légion allemande et l'infanterie ne se laisse pas entamer. Les dragons de Boyer subissent des pertes et finalement les Alliés parviennent à reculer. Déjà, il fait presque nuit, donc le combat est terminé pour ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des pertes de ce combat? Alors, les Alliés, selon les chiffres les plus précis que j'ai trouvés, ont perdu 211 hommes tués, blessés, prisonniers, contre 132 chez les Français. Par contre, si on prend toutes les pertes de la journée, là, il y en a plus chez les Français que chez les Alliés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le combat le matin. Ça, c'est le combat de l'après-midi, à 17h, cette fameuse mêlée. Alors, chez les gendarmes, un brigadier tué, mais tué pas à coups de sabre, mais emporté par un boulet. Donc, l'artillerie a quand même tiré, même si elle a mal visé, il y a eu une perte chez les gendarmes.
et 31 blessés, dont 7 officiers. 6 officiers de gendarmerie ont eu leurs chevaux tués. Donc ça, c'est en ce qui concerne les pertes. Je vais vous citer les mémoires de Parquin, le commandant Parquin, un des plus célèbres mémorialistes du Premier Empire, qui parle de cette affaire de Villodrigo. À l'affaire de Burgos, il y a un fait d'armes de cavalerie qui honore à jamais un régiment provisoire de gendarmerie. Ces troupes exécutèrent avec une énergie incroyable des charges à fond et successives sur la cavalerie anglaise qui fut mise en déroute complète. Les Anglais prirent cette troupe d'élite pour de gentilshommes. Le chapeau bordé en argent et la grande tenue magnifique dont ces gendarmes étaient revêtus en faisaient sans contredit la plus belle troupe de l'armée, comme elle en fut l'orgueil en cette occasion. Par leurs charges brillantes, ils avaient jeté la terreur chez les Anglais. Parfaitement montés et armés de leurs grands sabres si dangereux par la pointe, ils avaient fait un carnage affreux dans la cavalerie ennemie. L'empereur, à son retour de Russie, récompensa contre son habitude d'une manière éclatante ce régiment qui ne faisait pas la guerre sous ses yeux. Son colonel, qui avait été ramassé sur le champ de bataille couvert de blessures, fut fait général. Ce régiment fut traité comme l'était la garde impériale, où l'on sautait 2 grades lorsqu'on passait dans la ligne, et les décorations ne lui furent pas épargnées. En un mot, ce corps de gendarmerie, qui avait fait payer si cher sa connaissance à l'armée anglaise, fut décimé par l'empereur en honneur et en récompense. Donc, pour ce qui concerne la récompense, Napoléon a donné plusieurs croix de la Légion d'honneur et plusieurs grades à ceux qui ont participé à ce combat de Villodrigo. La gendarmerie, donc cette légion de Burgos est licenciée en hiver 1813 et il faut dire que la cavalerie française a été vraiment décimée pendant la campagne de Russie et Napoléon a fait venir cette légion qui s'est tellement distinguée pour prendre les cadres et les verser dans les régiments de cavalerie en formation pour avoir des hommes expérimentés. Donc pendant une revue que Napoléon a passé le 25 février 1813. Il a accordé la Légion d'honneur à tous les officiers non décorés, à quelques sous-officiers et gendarmes, et aussi une dotation de 500 francs de rente aux lieutenants et sous-lieutenants, de 1000 francs aux capitaines, une autre aux officiers supérieurs. Par contre, ce n'était pas tellement juste parce qu'il y a eu 3 officiers qui étaient présents à cette revue, mais qui n'ont pas participé au combat, qui ont quand même bénéficié des dotations. Mais bon, ça arrive toujours, ce genre de choses. Alors, pour ce qui est de la gendarmerie d'Espagne, elle a existé donc entre 1808 et 1814. Elle a perdu au combat 27 officiers et 804 sous-officiers, brigadiers et gendarmes. Et également, 1 millier de gendarmes ont été blessés. Donc, ce combat de Villodrigo, il a été l'unique ancien de masse de la gendarmerie sous Napoléon. Donc, vraiment, le combat le plus connu pour la gendarmerie sous le Premier Empire. C'est pour cela qu'il est inscrit sur le drapeau de la gendarmerie. Et on ne va pas terminer sans parler du destin de Béteille. Béteille a dû céder le commandement dès le début du combat au chef d'escadron bourgeois qui lui aussi il a été blessé à l'œil droit par un coup de sabre. D'ailleurs, juste une remarque, pourquoi il y a eu assez peu de pertes quand même chez les Français. Mais tout simplement, c'est la différence d'escrime entre les Anglais et les Français. Parce que chez les Français, c'était le coup de stock qui tuait. Et chez les Anglais, c'était le coup de taille qui infligeait des blessures, des contusions, mais qui ne tuait pas. Donc ça, c'est vraiment la grande différence dans la façon de mener le combat. Alors, Béteille a reçu 12 blessures au combat de Villodrigo. Il a reçu 6 coups de sabre à la tête. Alors, pourquoi c'était si grave? Vous avez vu l'uniforme de gendarme, c'était un bicorne en feutre. Un bicorne en feutre, c'est pas évident. Contre les coups de sabre à la tête, ça protège très mal. 5 coups de sabre au bras et 1 coup de sabre au ventre. Alors, il a été laissé pour mort, défiguré, ensanglanté. Il a été traîné sur 15 pas par des soldats qui lui ont arraché ses bottes.
Et il a été découvert donc par un lieutenant. On raconte que celui-ci l'a reconnu par la couleur de ses chaussettes. Alors, Béteille a été traité donc, par un chirurgien. Alors, je vais vous lire le compte-rendu du chirurgien pour vous montrer l'étendue de ses blessures. Vous allez voir. Un coup de poing de sabre à l'hypochondre gauche. Un très large qui a mis à découvert le cerveau. Un qui a fracturé la partie écailleuse du temporal gauche. Un à la paupière supérieure de l'œil gauche. Un à l'arcade sourcilière gauche. Un très large porté transversalement qui, en divisant les ailes du nez, a fracturé dans toute son étendue l'os de la mâchoire supérieure du côté gauche. Un au menton. Un au bras gauche qui a divisé les muscles jusqu'à l'humérus. Un au pouce droit. Un au médius gauche. Un qui, en pénétrant entre l'indicateur et le médius de la même main, a fracturé les os du métacarpe. Et un à la paume de la même main. Donc, voilà le compte-rendu du chirurgien. Normalement, bon, même s'il survit, il devrait être mis à la retraite d'office. Eh bien non, même pas. Il est transporté à Burgos, il est soigné et il guérit. D'ailleurs, un historien qui a écrit sur la gendarmerie d'Espagne écrit « Il fallait qu'il eût l'âme solidement chevillée au corps pour ne pas mourir des suites des terribles coups de sabre reçus à Vilodrigo. » Le général Buquet l'autorise à aller chez lui à Rodez en congé de convalescence. Il fallait même l'autorisation pour ça, après de telles blessures, en écrivant au ministère « L'honneur est un mobile trop puissant à l'âme de ce vertueux militaire pour que je ne sois pas convaincu de son empressement à rejoindre son poste dès que sa santé le lui permettra. » Alors, Béteille se rend à Rodez, il est soigné dans sa ville natale et Napoléon le fait donc, le 2 mars 1813 général de brigade sur la recommandation du maréchal Moncey et il l'aurait fait également baron de l'Empire, mais Béteille n'a pas reçu de lettre patente, donc ce n'est pas vraiment officiel cette nomination. Il est fait officier de la Légion d'honneur et à partir de mars 1813, il est à nouveau employé à Lyon pour traquer les déserteurs pour certaines missions. Donc, il fait la campagne de France, Béteille, après toutes ses blessures. En 1814 arrive la Restauration. Comme beaucoup de généraux, Béteille reçoit la Croix de Saint-Louis. Et quand Napoléon revient de l'île d'Elbe, en 1815, Béteille est employé dans un poste administratif. Il n'est pas à Waterloo, mais ça n'empêche pas qu'au retour du roi, il soit licencié, il soit chassé de Paris avec une courte interdiction de ne plus y séjourner. Bon, l'interdiction est levée assez vite, mais il n'est plus vraiment employé. Il est fait commandeur de la Légion d'honneur, brevet signé en 1817, et en 1818, le général Béteille est mis à la retraite. Donc, il n'est plus employé et il décède à Paris le 13 février 1847. Donc, vous voyez combien il a pu survivre à toutes ces blessures affreuses qu'il a reçues à ce petit combat de Vilodrigo. Il est inhumé au Père-Lachaise et sa tombe est tellement dégradée dans les années 2000 qu'il est décidé d'enlever ce qui reste du général Béteille. Les restes sont placés dans un reliquaire et le 23 octobre 2009, donc jour anniversaire du combat de Vilodrigo, les cendres du général Béteille sont transférées au cimetière de Rodez lors d'une cérémonie émouvante à laquelle participent 3 pelotons de gendarmerie, également plusieurs officiers. Et lors de cette cérémonie, donc, il est réinhumé dans sa ville natale. Une rue de Rodez porte le nom de Béteille, également les casernes à Bouliac, en Gironde et à Rodez. Et aussi le nom de Béteille a été donné en 1925 à la 27e promotion d'élèves officiers de l'école de gendarmerie de Versailles. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. La description clinique qu'évoquait tout à l'heure
le professeur Drévillon en parlant de celle qu'en faisait Henri Dunant dans la deuxième partie de son ouvrage, montre aussi que, effectivement, les blessures sont aussi la marque, et la manière de les vivre sont aussi la marque des héros. Alors nous allons écouter maintenant le capitaine Filmotte, qui dirige le musée de la Gendarmerie nationale et qui est un ancien du service historique de la Défense et un ancien du service historique de la Gendarmerie, et qui va évoquer devant nous donc les souvenirs de bataille, peines et gloires dans les collections du musée. Je dirais, vous parliez d'épopée entre légendes et histoire, mais aussi des batailles donc, qui n'ont pas eu valeur d'exemple, mais qui l'ont tout autant, et pour reprendre la formule du commandant Lopez tout à l'heure, les belles endormies. Merci mon général, bonjour à tous, certains j'ai pu saluer et d'autres à cette occasion. Effectivement, on va faire plus léger, moi je vais parler beaucoup d'images, vous allez en voir beaucoup, on pourra en parler, je répondrai à vos questions, j'espère que la majorité d'entre vous est déjà venue dans ce magnifique lieu qu'est le musée de la gendarmerie, à Melun, et non pas de Melun, important. Quand la Norgende m'a demandé effectivement d'intervenir, c'est pas évident à trouver hein, dans le moment, mais j'ai voulu le faire parce que le sujet m'interpelle, interpelle en tant que militaire bien sûr, et parce qu'au musée on a souvent les rencontres avec forcément le public, et ce public ignore déjà même la plupart du temps ce qu'est les batailles au drapeau, et cette notion de bataille au drapeau hein, commune à toutes les armées. Donc on essaie de leur présenter. Elles apparaissent, comme vous le savez, tardivement, puisque l'Ancien Régime est totalement occulté. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de montrer cette gendarmerie, cette épopée à travers les collections. Et ça interpelle pourquoi ? Parce que tout à l'heure, c'était évoqué par M. Loger, par le professeur Drévillon, cette gendarmerie, elle ne peut pas vraiment se révéler qu'à travers des combats, qu'à travers des grandes épopées, des grandes batailles. C'est aussi l'arme du quotidien, ça l'a été tout le temps, ça l'est toujours aujourd'hui. Et ces héros, ces moments, ces faits ne sont pas représentés sur le drapeau. Donc pour moi, le drapeau, c'est effectivement le combat discret, la belle endormie, comme je l'ai dit, comme c'était souligné. C'est une gendarmerie du Panthéon, un peu les batailles au drapeau. Pour autant, il faut qu'on apprenne à les faire vivre autrement. Et en conclusion, j'attirerai votre attention sur quelque chose qui m'interpelle avec l'actualité. Le drapeau en gendarmerie, donc c'est l'honneur, certes, mais c'est l'honneur un peu discret. Le drapeau, on le voit quand on fait, à moins d'être en école, on le voit assez souvent. Nombre de gendarmes que je peux recevoir, nombre aussi de retraités, mais bizarrement, ils le savent un peu plus. Peu de gens, en fait, se souviennent des batailles au drapeau, sont capables de les citer. On a celle du drapeau de la gendarmerie et des formations territoriales. Je rappelle que les écoles, les commandements de gendarmerie outre-mer, etc., n'ont pas de bataille inscrits sur leurs emblèmes. Donc déjà, la mémoire, elle est un peu plus diffuse. Donc il faut les travailler autrement. Et puis le gendarme, en fait, le drapeau, il le voit à l'école. Et puis après, il le voit, alors pour certains, s'il a la chance, pour d'autres, s'il a la malchance, d'être sur les rangs lors d'une prise d'armes, d'une cérémonie annuelle. Et là, il voit son drapeau, le drapeau de sa région. La gendarmerie mobile n'a plus de drapeau non plus, je le rappelle. Les légions ont disparu, les drapeaux ont aussi disparu avec. Donc le drapeau, on a une relation qui est un peu lointaine. Le grand public, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un bel emblème bleu-blanc-rouge avec une garde au drapeau, généralement placée assez éloignée de lui. Et puis le drapeau, si c'est une prise d'armes que le président de la République va s'abaisser, on pourra peut-être distinguer les batailles, mais sinon il ne les verra pas non plus. Et la tendance actuelle fait qu'on n'a même pas non plus forcément le temps avant les cérémonies d'énoncer les batailles qui figurent sur les drapeaux. Donc, c'est magnifique, c'est beau. Est-ce qu'on s'en sert ? Je suis pas sûr. Donc, partons ensemble à la découverte un petit peu de ces gloires. Les gloires absentes au drapeau, les gloires présentes au drapeau et les gloires à travers nos personnels présents dans des batailles gagnées ou perdues, puisqu'on nous a aussi refusé les inscriptions au drapeau, il faut le savoir. On va faire ça en 3 temps. On va d'abord revoir un petit peu le Panthéon qu'on a vu là, quelques batailles au drapeau, et je vous montrerai comment elles sont exposées dans le musée. Ensuite, nous verrons les héros, quelques héros de ces batailles présents dans le parcours, et des batailles aussi de l'Ancien Régime. Et puis ensuite, la bataille plutôt par l'objet, une bataille un peu mémorielle. Ok, donc je resitue, j'imagine, on ne sait jamais que quelqu'un n'est encore jamais venu au musée.
Donc le musée, c'est quoi? En fait, c'est une mémoire que moi... Le musée est défini comme un musée de société. Bon. Moi, la mémoire, j'essaie de la voir un petit peu... Elle est civile, bien entendu, parce que ce musée n'évolue pas en dehors de son contexte. Dedans, on y trouve de l'art populaire, on y trouve effectivement des moments où la gendarmerie est vraiment à la rencontre de cette société dans laquelle elle est d'ailleurs immergée. Et ça, vous le savez, c'est une mémoire sociale, parce que de nombreux faits qui ont atteint notre nation ont des répercussions sur l'organisation et les missions de la gendarmerie. Une mémoire militaire, bien sûr, et là on en est en fait au cœur, et une mémoire technique à travers matériel, uniforme, armement. Un véhicule en ce moment, on essaye d'en mettre de plus en plus quand on le peut. Voilà, je vous invite à nous rejoindre, à venir voir ce musée, on y passera du bon temps ensemble. Première bataille, on l'a vu, les batailles qui commencent après la Révolution française, 11 côtes. Alors dans ce musée, on a la chance d'avoir, je crois que c'est pointeur. Voilà, là c'est un agrandissement, mais vous les avez peut-être déjà vu, on a quatre jolies maquettes qui ont été un don du colonel Breténier dans les années 60-65. Et ces petites maquettes, c'est des petits plats d'étain. C'est vraiment assez joli. Et on les a pour les 4 principales batailles, on ne l'a pas après pour Indochine et puis pour FN, bien sûr. Donc on les a été laissés en place par le scénographe, puisque tout ce que vous allez voir, le musée c'est 2000 objets, à peu près 30 000 en réserve avec l'iconographie, mais ce que vous allez voir là, ce sont des pièces qui existaient dans le parcours. Il n'y a à peu près rien qui a été acquis depuis l'ouverture ou avant. Donc la façon dont cette histoire est racontée et présentée au public, mais en fait le scénographe l'a écrit à partir des collections déjà détenues au musée depuis 1946. Donc ces maquettes en font partie. Elles sont certes un peu naïves, mais elles ont le mérite de permettre de raconter un petit peu l'histoire à travers des petites choses. Et là, par exemple, pour 11 côtes, on n'a pas grand-chose, cette vitrine Révolution. On a une arme, on a le grand fusil 1777 que toute l'armée avait, un fusil à silex. On a ces petites maquettes où on voit déjà ces petites silhouettes de la 32e division gendarme à pied. On a un mannequin dans la grande vitrine, mais on a surtout une gravure qu'on voit aussi, je crois, sur le flyer de la Norgende, là, qui montre un petit peu théâtralisé, mais la scène de combat avec le moulin d'11 côtes tout en haut. Et en fait, généralement, le public, on le remet un peu en situation. On lui explique que ce qu'on voit le mieux sur un champ de bataille de l'époque, ça montre un peu la bravoure des gens, mais c'est la fumée de la poudre, la fumée des canons, la fusée des fusils. On leur explique comment fonctionne le fusil. Et ils sont souvent un petit peu surpris de voir, et ça, ils l'ont complètement oublié, que sur un champ de bataille, en fait, ce qui est le plus présent, c'est la fumée. Alors, on le voit effectivement sur le grand tableau. Il faut savoir que ce tableau que vous voyez là, avec toute cette fumée ici, qui est reproduite là de façon un peu naïve par du petit coton et puis par de la peinture sur le fond de la maquette, et bien les gens, ça leur fait prendre conscience un petit peu de ce que peut être la bravoure. C'est pas le tout d'avoir 11 côtes sur un drapeau. Il faut essayer tout à l'heure on parlait aussi de Ville-Audrigo, il faut aussi imaginer ce que pouvaient être les scènes de combat de l'époque. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on essaie d'évoquer les batailles dans les collections. Donc sur 11 côtes, on est plutôt dans le côté art, matériel, et puis un peu l'évocation. Ville-Audrigo. Alors Ville-Audrigo, les lanciers gendarmes, les lanciers gendarmes que vous voyez là, la gravure qu'on a déjà vue 2 fois, encore la petite maquette. Alors sur la maquette de Ville-Audrigo, elle est assez intéressante parce qu'elle est vraiment... elle raconte le combat, mais l'épiphénomène du combat, quoi. Le moment où l'escadron, en gros, passe le pont, et puis se retrouve en face de ces beaux dragons en rouge, et c'est comme ça qu'est évoqué le combat. On n'a pas d'autres objets, sauf, et on vient de le voir, le masque mortuaire de Béteille qui a été replacé après sur un petit buste. Et en fait, là, c'est dommage, l'image ne le rend pas, mais ces fameuses cicatrices que vous avez décrites avec tant de détails, vous les voyez là. On voit ici la balafre complète de son visage. En fait, les séquelles sur son visage sont bien présentes sur ce masque. Et là encore, quand on raconte un petit peu cette bataille, les gens se rendent compte un petit peu de ce que ça peut être. Et ça les interpelle beaucoup plus, là encore, qu'une simple inscription. Si on énonçait le parcours sur les valeurs de la gendarmerie en mettant une photo, comme on l'a, du drapeau de la gendarmerie avec ses batailles, on s'aperçoit que ça ne parle pas forcément aux gens. Ville-Audrigo, je profite donc, vous l'avez évoqué, c'était le 23 octobre, ça tombe bien, on est le 23 octobre. Voilà une belle coïncidence. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, parce que je ne sais pas si vous le savez tous, de saluer le colonel Mazzella, qui est dans la salle, que j'ai vu ce matin. Et pour ceux qui ne le savent pas, il a entrepris une œuvre totalement incroyable, dont on a essayé, dans d'autres unités où j'ai pu être, de travailler. Il travaille avec une association à la transformation, à la réadaptation du monument de la loi.
à Versailles, au rond-point de la Loi, le monument national de la gendarmerie, et la date de Ville-Rodrigo, bizarrement, qui figure dessus, n'est pas la bonne. Le monument aussi était extrêmement dégradé. Donc je salue, Georges, ton œuvre pour la postérité de la gendarmerie. Et je pense qu'on peut tous t'en remercier. Voilà, petit épisode sur Ville-Rodrigo. Si on continue, la bataille de Taguin. Pas si facile, elle est pourtant bien présente. Parce que vous imaginez bien qu'on a ce souci aussi avec les guides. Et on verra ça tout à l'heure sur la fin, quand on évoque tous ces combats, toutes ces mémoires, confrontés parfois au public du XXIe siècle, la colonisation, c'est pas... On a quelques pas incidents, mais on fait attention à ce qu'on dit. On a un guide qui a employé l'autre jour le mot pacification, s'est fait remettre à sa place par un groupe de visiteurs qui était là. On doit vraiment faire attention. Bref, Taguin, si on reste factuel, cette bataille, elle est assez intéressante. En termes d'objets, je parle. On a donc cette vitrine. Vous voyez enfin à quoi ressemblent ces grandes vitrines. Toujours une petite vue approchée de cette bataille de Taguin, avec là tous nos gendarmes qui rentrent vraiment au combat avec tous les gens de la Smala. Mais ça va plus loin. On a le tableau... une reproduction assez différente du tableau d'Horace Vernet qui raconte cette grande prise de la Smala, très, très imagée, cette histoire de bataille que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Un petit rappel de cette troupe d'Afrique dont le gendarme est là. Et on a cette pièce où on ne vit pas sur la légende parce qu'il y a un peu de vrai dedans quand même. Cette pièce, vous voyez, c'est un sabre. On est entre le cimetière et puis le sabre normal. Cette pièce est arrivée au musée dans les années 62-63. Et en fait, c'est Madame Lefebvre. On a la lettre au musée dans les collections. C'est Madame Lefebvre qui a remis cette pièce au colonel qui commandait la 10e Légion gendarmerie donc en Algérie. Et au retrait de la gendarmerie d'Algérie, au retour en France, cette pièce arrive à la collection du musée. Il est dit dans cette lettre que cette dame, Madame Lefebvre, tient cette pièce de son arrière-grand-père, qui donc, lui, l'aurait eue, et on lui aurait certifié que cette pièce faisait partie de la bataille de Taguin et avait été prise, en tout cas, à quelqu'un de la famille de l'émir. Parfois, on dit à l'émir, c'est sûr que certaines personnes que j'ai pu rencontrer affirme que vu l'état de cette pièce, la lame damassée, sa forme, sa conservation, etc., ça devait effectivement être un dignitaire de la Smala de l'émir. On ne peut pas certifier qu'elle était l'émir Abdelkader. Ça nous permet là encore, à travers une petite pièce, de donner un peu de vivant à ces inscriptions et à ces batailles. Et le public est assez friand de ce type d'anecdotes. C'est une pièce qui est intéressante. Elle est donc au musée depuis 1962, je crois. Voilà. Donc là, on est dans les batailles traditionnelles. Sébastopol. Alors Sébastopol, là, toujours la maquette, là je ne vous l'ai pas mis, mais c'est essentiellement là à travers l'uniforme. C'est régiment à pied, on le voit à travers une maquette où on voit une prise d'un morceau de la redoute. Mais vous avez ici le sapeur, vous avez là la tenue de ville, et vous avez là encore deux petites reproductions des gendarmes du régiment à pied, avec leur beau bonnet, et on en a un beaucoup plus grand dans une guérite, dans laquelle toutes les pièces sont des reproductions, mais le Havresac est un original. Alors généralement, quand on accompagne le public sur tout ce premier étage qui part de la maréchaussée, je dirais au Second Empire, ils écoutent poliment, patiemment, et ils sont bien plus friands de petits détails que de textes un peu génériques. Vous en doutez, j'imagine. Si on continue l'Indochine, là on passe au deuxième étage du parcours, deuxième étage des galeries. Donc l'Indochine, là je vous ai mis que deux petits échantillons, mais on a les trois fanions des légions de garde républicaine de marche. Donc vous voyez là la belle croix TOE avec ses citations. Petit problème de scénographie, on devait avoir la maquette que vous voyez là du fort de Raknoum, qui en plus est exposé à travers un petit diaporama photo sur les murs, et qui permet donc de comprendre ce que faisait le gendarme en Indochine. Le gendarme, là encore, l'inscription, on l'a effectivement, et on voit bien la valeur des unités. Mais en fait, le gendarme était essentiellement, au-delà de certains en escadrille fluviale, etc., le gendarme était mis dans un fort, vous le savez, avec quelques autres militaires, quelques auxiliaires indigènes, et il devait au mieux reproduire ce qui se passait ici, c'est-à-dire avoir la paix autour de son fortin, et au plus difficile, aller au combat. Donc on explique ça aux gens, on leur explique un petit peu la façon dont le gendarme était équipé à cette époque-là, avec du matériel essentiellement américain.
Donc là, on est sur différentes petites pièces. Mais là encore, l'idée, c'est d'essayer de narrer au public les conditions de vie et pas forcément uniquement le fait militaire. Et pourquoi les comportements individuels de beaucoup ont fini par emporter une inscription au drapeau. L'Indochine, c'est aussi, comme je vous le disais, voilà un peu de vie. Hein. On a des photos sur écran qui défilent et on voit, ça c'est des photos issues d'un journal qu'un gendarme nous avait confié à l'époque au service historique, hein, Monsieur Caron, je crois, hein, Édouard, je crois que c'est ça, Monsieur Caron. Hein. Voilà, donc on voit le gendarme, voilà, c'est pas la Légion au combat, quoi. Hein. C'est le gendarme dans son fort, dans la vie interne, du travail avec les populations. Et cette grande carte qui à l'époque témoignait bien de ce qu'était la gendarmerie et qui montre un peu ses valeurs avec cette croix TE accordée à la fin et qui rappelle toutes les unités qu'on a pu avoir, aussi bien la gendarmerie prévôtale que la gendarmerie coloniale que les trois légions de marche. Et enfin, elle est un peu moins représentée, la dernière bataille inscrite au drapeau, hein, à FN. On n'a pas grand-chose dans le parcours, ce qui témoigne vraiment de ce qu'a pu être cette guerre pour la gendarmerie, puisque voilà, les commandos de chasse, hein, vous les voyez là, le fanion. On a ensuite ici quelques effets, bon là on a la grande tenue des gendarmes méharistes, et puis là quelques effets encore des méharistes, sandales, aiguillettes, trèfles. On a ici, je ne le vois pas sur la photo, il y avait trop de reflets, on a l'histoire vraiment individuelle, hein, du gendarme Godefroy et son chien gamin. Hein, vous connaissez cette histoire où maintenant même les restes du chien gamin sont dans le monument à Gramma, hein, qui rend hommage un petit peu à tous nos auxiliaires canins. L'Algérie, donc rien sur la totalité des escadrons qui sont passés de façon tournante, rien sur la 19e et après la 10e Légion qui était présente là-bas, sur le travail qui a été fait pendant tant d'années. Donc voilà, c'est une séquence. De toute façon, quand on arrive sur le deuxième étage, je dirais la partie qui va de 1945 à 2005, c'est 15 mètres linéaires. Hein. Donc alors que c'est la partie où les gens ont beaucoup de référentiels. Un petit focus, parce qu'on en a à peine parlé, mais ça a été évoqué quand même. On n'a rien sur les batailles forcément de la garde républicaine, mais on cite quand même les batailles inscrites au drapeau, enfin l'étendard du régiment de cavalerie et au drapeau des régiments d'infanterie de la garde républicaine. Et donc voilà, je vous ai mis quand même deux petites photos pour voir sur cette séquence de la garde municipale de Paris à quoi ressemblaient un petit peu les gardes, et non pas les gendarmes à cette époque-là, de cette garde municipale. Le public ignore totalement hein, ces batailles sur leur lien avec la garde républicaine ou avec la gendarmerie. Hein. Deuxième petite partie, la façon dont au musée, on essaye de présenter ou de rappeler aussi qu'il existe d'autres choses que ces fameuses 6 batailles au drapeau de la gendarmerie. L'histoire, elle ne s'est pas limitée à ça. Alors on est un peu dans le naïf, mais je vous le dis, hein, on est sur des collections qui existaient. Vous avez là le gallois de Fougières. On sait maintenant que c'était absolument pas ces armoiries hein, qui figurent sur ce petit dessin. Mais vous avez ce fameux bouclier d'airain. Le gallois de Fougières, il est communément présenté et communément appelé le premier militaire de la gendarmerie mort au combat, même si ce statut militaire à la maréchaussée ne s'applique pas du tout aux données qu'on a actuellement. Donc le gallois de Fougières, ça nous permet de rappeler cette antériorité, cette présence de la gendarmerie bien avant l'histoire uniquement liée au drapeau et aux batailles et notre militarité après la Révolution française. Puisque donc là, vous savez qu'aucune bataille, aucun combat de l'Ancien Régime n'est évoqué. Ensuite, bon là je vais un peu plus vite, parce que moi je me contente de parler des héros. En la guerre de 70, on n'a pas de héros principal à mettre en valeur, mais à travers ce grand tableau, on a un 8e d'un tableau de 2 tailles que vous voyez là. Et là, on est sur la guerre de 70. Guerre de 70, hein, où effectivement, si on l'évoque peu, c'est pénible ça. Si on l'évoque peu, la gendarmerie est quand même extrêmement présente, hein, puisque à peu près 2400 hommes d'abord, à travers un régiment à pied et à cheval, ont été créés. Après, on a engagé 750, un bataillon à cheval, et un autre bataillon à pied à 820 hommes. Ils sont illustrés sur des combats autour de Paris, sur la bataille du Mans. Tout ça, ça a disparu totalement de la mémoire. Hein. Et on est justement sur cette séquence après. Donc nous, on a voulu, dans ce parcours, on a une grande vitrine qui fait vraiment presque toute cette estrade. Et on a là, normalement ici, sur la droite, la garde républicaine. Et puis après, là, vous avez ce morceau d'un tableau de taille. Et vous avez ce gendarme prévôtal qui nous relie encore à cette mission de la gendarmerie qui est un petit peu
silencieuse. Elle n'est jamais mise en valeur en termes de récompense sur les théâtres d'opération. On le verra bien après pour 14-18. Donc c'est évoqué à travers ce tableau, ça fait partie du choix du parcours. Et après cette incroyable exception, qui est ce souvenir de la Commune de Paris, le revolver du garde Cesse, qui là encore, c'est une douleur entre guillemets sourde et silencieuse. C'est les conséquences de la guerre, certes, mais les gendarmes, les gardes républicains, les ecclésiastiques, les élus qui ont été tués, et aussi de chaque côté, parce que la Commune de Paris, c'est quand même un gros drame. On a ce revolver qui témoigne de ça. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'en dis pas plus. Venez le voir, vous serez surpris des centaines de noms qui sont gravés sur cette arme, qui n'est pas une arme de lotation, qui sont une arme personnelle, ainsi que sur la crosse, les endroits qui ont été détruits ou brûlés par la Commune de Paris, et les ecclésiastiques ou les gendarmes ou les militaires qui ont été tués. La Grande Guerre, on n'a rien au drapeau forcément, et le gendarme c'est un peu une cicatrice. Le gendarme, donc mission de prévôt, mission de combattant individuel, mission de contrôle du territoire. Les bénéfices entre guillemets de ce qu'on va subir pendant la Grande Guerre seront bénéfiques à la gendarmerie, ça on l'explique un peu aux gens. Néanmoins, le héros de la Grande Guerre c'est le poilu, et le gendarme c'est l'empêcheur de tourner en rond. Je schématise, mais pour le grand public, c'est un épisode qu'il découvre entièrement. Et ça fait 4 ans qu'on parle des commémorations, etc. On parle souvent de régiments, il y a encore quand même des garnisons, on parle de cérémonies. Le gendarme, il est quasiment absent de tout. Donc pour nous, c'est extrêmement important. On le fait à travers une grande thématique, mais à travers aussi quelques héros. L'adjudant Merle qui est notre premier pilote, qui finira donc chef d'escadron au Sénégal. L'adjudant Merle qui est là en chef d'escadron, sa boussole, on a la plupart de ses objets personnels, et on a des photos aussi de lui quand il était près de son avion, dans ce qu'était l'arme aérienne, puisqu'il n'y avait pas encore d'armée de l'air pendant la Grande Guerre. Une vitrine aussi pour rappeler que la gendarmerie était partout, donc là, une vitrine sur laquelle on a les objets personnels et ce mannequin aux Dardanelles, qui rappelle que la mission de prévôté, elle était exercée aussi partout, et que le gendarme était exposé. Et donc cette œuvre, je dirais, qu'on essaye de faire un petit peu fondatrice pour certains, parce que vraiment beaucoup de gens ignorent ce qu'a pu faire la gendarmerie pendant la Grande Guerre. Donc l'armée d'Orient, le capitaine Pougu, que vous avez ici, et puis plein de petites pièces là qui sont affichées, qui lui appartenaient. Et alors après la Première Guerre mondiale, ça permet aussi de parler de notre héros international, le fameux lieutenant-capitaine Fontan, qui effectivement ici part en combattant individuel comme capitaine dans un régiment d'infanterie. Il va rapidement malheureusement être tué, puisque je crois qu'il est tué en décembre 14. Mais vous avez avant son espèce d'épopée internationale, mission de l'intérieur, mais mission quand même découlant d'une formation militaire et puis d'actes militaires, puisqu'on est sur l'épisode de l'arrestation entre guillemets de la bande à Bonneau, choisi le roi. Et donc pourquoi international? Vous le savez sans doute aussi, parce qu'il a différentes décorations dans l'ordre d'Orange-Nassau, par la reine des Pays-Bas, tellement cette manifestation a été présentée et publiée dans la presse, et on a les petits souvenirs personnels du capitaine Fontan, sa légion d'honneur, ses menottes et un revolver. D'autres batailles que nous n'avons pas, la Seconde Guerre mondiale. Même si c'est assez clair, nous, dans le parcours, on développe cette position de la Seconde Guerre mondiale en 2 grandes parties. Une première partie sur les combats, 39-40, et une deuxième partie sur la gendarmerie durant l'occupation. Pas de mystère, on peut développer plus long. Attentiste pour partie, collaborationniste pour une petite partie, résistante pour une autre partie, à peu près un quart des effectifs, résistance passive ou active. Mais dans les vitrines, on expose des souvenirs personnels. Vous avez ici d'abord, sur la partie 39-40, le 45e BCC, avec une grande vitrine, son fanion, sa décoration, beaucoup d'images, des effets individuels, le lieutenant Pichard, quelques photos, le béret des chars de combat qu'il portait. Si on continue un peu plus loin, pour se rappeler ce que tout ça pouvait être, trois vestes qui montrent bien trois empreintes, 3 territoires. La vareuse du garde Moser, qui effectivement a été en mars 1945 massacrée par les Japonais, comme la plupart des gendarmes du détachement colonial d'ailleurs. La veste de déporté du général Guillaudot, compagnon de la Libération, et à côté, mais là je vous ai mis son képi,
le képi du chef d'escadron Vérine, un des principaux responsables du réseau Saint-Jacques. Et ici, et là, vous avez l'impact, parce qu'il faut savoir que ce qui était les régiments de la garde avec leurs escadrons, et donc les escadrons du groupement de cour, qui après le débarquement en Provence remontent tout le couloir rhodanien pour arriver presque les premiers en Allemagne. Néanmoins, en janvier 1945, vous avez le lieutenant Cambourg qui est à Kielstedt, qui empêche une dernière tentative de retraverser des Allemands sur Strasbourg. Et le lieutenant Cambourg, voilà son casque, avec ici à l'arrière l'impact de l'éclat d'obus qui l'a tué. Là encore, une façon pour nous, au-delà d'une simple rhétorique 6 batailles au drapeau, de montrer les traces et d'expliquer un petit peu aux gens ce qu'il y a derrière ces inscriptions. Dernier point de mon propos, au-delà donc des héros de différentes époques, au-delà des batailles vraiment inscrites au drapeau, comment on peut encore l'évoquer ? On explique beaucoup aux gens, d'ailleurs la fameuse expression des vieux briscards, la théorie des brisques au combat, les chevrons de présence au front et les chevrons de blessure. Et sur les vitrines 14-18, on a des mannequins qui sont équipés de ces chevrons, et on a là un gros plan sur, donc vous voyez là, 3 chevrons. Donc le premier chevron, c'est 1 an de présence au front, et après c'est un chevron tous les 6 mois. On a des photos de gardes républicains en prise de vue sur un peloton. Je crois qu'on en a un, il a fait 3 ans et demi au front, blessé 4 fois. Donc le contraste, quand on raconte aux gens effectivement ce qu'a fait la gendarmerie en 14-18 et je dirais sa présence dans le patrimoine en termes de nom de bataille et puis de description, il est un peu diffus et ça recentre un peu les choses. Une tenue de la prévôté avec son brassard de la division d'Aguet. Bien entendu, les décorations sont aussi un moyen, une façon d'exprimer les batailles. La médaille militaire, elle est un peu transverse, mais les croix de guerre, on peut directement revenir un petit peu sur les différents combats. Seconde Guerre mondiale, et forcément la symbolique militaire. Ce fanion un petit peu qui était fait sur la prévôté en Syrie. Là encore, des choses, comment évoquer la gendarmerie dans la deuxième partie du XXe siècle, puisqu'il n'y a pas de commission de drapeau, il n'y a pas de bataille. Néanmoins, pour certains d'entre vous, je pense que vous vous souvenez de l'épopée du détachement de gendarmerie du Kosovo et du colonel Vicaire, des opérations qui ont vraiment été faites assez incroyables. Il n'en reste qu'un insigne, et un film bien sûr. Le 45e BCC, et vous voyez à travers les insignes de promotion, ceux d'Indochine, une promotion d'école de sous-officiers, l'insigne de la 2e Légion de marche, et le bataillon ONU, dans lequel il y avait des gendarmes, une certaine prévôté. Voilà ce que je pouvais vous dire et vous montrer un petit peu comment on peut évoquer des batailles autrement qu'à travers une inscription, j'aime bien cette expression, de belle endormie, sur des batailles au drapeau. Et je suis ouvert à vos questions si vous en avez, et aussi pour vous accueillir au musée quand vous le souhaitez. Merci. Bien, on va reprendre ce qui est inscrit sur cette photo du musée. C'est à vous pour les questions, pour une séquence d'une 20aine de minutes. Vous avez la parole. C'est la première qui coûte, vous le savez. Un groupe de visite représente combien de personnes environ ? Sur l'année Non. Je suis président d'un comité des Amis de la Gendarmerie. On a l'idée d'aller vous voir. C'est 20, c'est 30. On a été à Sissonne récemment, c'était 20 maxi. Ouais, alors, on coupait les oreilles du 21e. Non, le musée, la visite, pour qu'elle soit agréable, c'est entre 20 et 25. À 30, on commence déjà à perdre des gens. Parce qu'il y a des espaces de circulation qui sont très linéaires, il n'y a pas de problème. Il y a des séquences sur la Première Guerre mondiale, sur d'autres parties, où on rentre dans des vitrines placées en L. Et voilà, après, 25, c'est bien. 25, c'est bien. Merci. Donc, ça me profite pour rappeler, le musée, c'est ouvert 6 jours sur 7, 10h, 18h toute l'année, sauf le mardi. Et on a un parking, même s'il n'est pas signalé, ça peut aider. Mon général, je peux me permettre ? J'ai oublié, je surveillais le temps, mais je voudrais partager avec vous une réflexion, enfin une anecdote et une réflexion. On a des batailles au drapeau, vous l'avez vu, c'est bien. Vous n'êtes pas. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, certains vont sans doute le reconnaître. Ville-Audrigot, on en parlait, est arrivé en 2012, on voulait fêter l'anniversaire. L'unité de gendarmerie décide de faire une exposition consacrée à Ville-Audrigot, une bataille au drapeau, rien de plus
honorifique ou joli. On met en place cette exposition sur un site central de la gendarmerie. Cette exposition est en place 48 heures maximum. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, on a la visite d'un haut personnage de l'État, d'origine ibérique. Il passe à l'entrée, il fait un petit private joke avec une autorité. Il dit « Tiens, vous avez mis cette exposition en mon honneur. » L'après-midi même, vous recevez l'ordre d'enlever l'exposition. Je vais vous dire la deuxième anecdote. Enfin, c'est plutôt une observation. Si vous voyez la presse actuelle, on commence à vous expliquer que les cérémonies du 11 novembre 1918, on n'aura quasiment pas de manifestation militaire. Je crois même que le président a dit que si les armées organisaient une manifestation aux Invalides, ils ne s'y rendraient pas. Voilà. Simplement, ces batailles au drapeau, ces choses qui nous paraissent essentielles et mises en valeur, elles ne sont pas forcément, dans cette première partie du XXIe siècle, elles peuvent être maintenant revisitées. Alors nous, elles seront figées, ce sera des belles endormies, on ne les enlèvera pas, mais peut-être qu'on va de moins en moins en parler, de moins en moins les mettre en valeur, pour des raisons de politique, pour des raisons d'alliance, d'association, aussi peut-être de repentance parfois. Et moi, je m'attends à ce qu'on en parle de moins en moins. C'est pour ça que je suis assez attentif pour que dans l'enseignement dans les écoles ou au musée, on puisse continuer un peu à en parler. Elles sont vraiment un trait majeur et caractérisant du statut militaire et de l'histoire de nos anciens. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Compiègne sera le 10 novembre. Hein, le Pardon ? président de la République se rendra à Compiègne, mais le 10 novembre. D'accord, oui. Les élèves gendarmes, dans leur formation, qu'est-ce qu'on leur dit? Et la question cette question, elle est collective, et peut-être que le délégué au patrimoine a peut-être des informations. On leur dit qu'ils entrent, ils rejoignent une institution. Est-ce qu'on a le temps de leur parler de tout ça? Peut-être que le délégué au patrimoine pourrait répondre à cette question. Au moins sur la formation initiale, mais même sur la partie continue. Oui, alors dans les écoles, d'une manière générale, ça concerne à la fois les officiers et les sous-officiers, il y a une formation historique, c'est-à-dire que les militaires les jeunes militaires, on leur présente leur institution avec son histoire, parce que il est évident pour nous ici, mais je veux dire, il faut le rappeler que on n'est jamais si bien dans son métier que quand on sait d'où on vient et quelles sont les personnes qui nous ont précédés. Donc il y a une présentation qui est faite en école sur les origines de la gendarmerie, le pourquoi on est militaire, enfin des choses un peu basiques, mais qui sont nécessaires et pour que les gens ensuite, lorsqu'ils seront en unité, puissent les défendre aussi à l'extérieur et expliquer la raison de leur particularité de policiers militaires, entre guillemets, pour reprendre une très moche expression, mais de militaires qui fait des missions de police. Donc il y a des personnels qui y vont. Alors le service historique de la défense fait des cours avec ses chercheurs pour les OGN, parce que c'est à côté de Paris et c'est relativement facile. Dans les écoles de sous-officiers, ce sont les cadres qui s'en chargent. Dans les écoles de sous-officiers et les écoles d'officiers, il y a un moment très important de la vie des promotions qui est le baptême. Et c'est une occasion qui est comment dirais-je, exploitée systématiquement par l'encadrement pour mettre un point focal sur un moment de l'histoire de la gendarmerie. Il faut saluer, j'allais dire, la richesse des choix qui sont faits dans les parrains de promo, parce que on y trouve de tout. Les ouvrages qui sont édités par le service historique de la défense sur les insignes de la gendarmerie permettent de s'en rendre compte. Les parrains de promotion, qu'ils soient sous-officiers ou officiers, couvrent toute la palette des missions quasiment de la gendarmerie, puisqu'on retrouve dans les parrains à la fois des personnels qui sont décédés dans le cadre de leur mission intérieure, parce qu'ils ont été percutés par un véhicule lors d'un contrôle routier, parce qu'ils ont été tués par un malfaiteur. Mais on trouve également des personnels qui ont été tués lors des missions de prévôté. On en trouve qui sont morts au combat dans les différents conflits. Et puis même dans les conflits, on trouve également des personnels qui ont été tués dans des conditions qui semblent un petit peu, enfin qui peuvent paraître marginales, mais qui reflètent bien la vraie gendarmerie. C'est-à-dire que il y a 2 ou 3 ans, par exemple,
la promotion d'élèves officiers de réserve a été baptisée du nom d'un aspirant, d'un lieutenant qui avait été tué à l'intérieur par un cambrioleur pendant la guerre 14-18. Alors c'est un choix qui peut paraître surprenant, mais qui est tout à fait cohérent avec la vocation de la gendarmerie. Voilà, donc cet enseignement, il est fait dans les écoles. Lorsque c'est possible, alors en général, les parrains sont choisis dans une aire géographique qui n'est pas trop éloignée, si c'est possible, ou en tout cas l'origine de la personne dans une aire géographique pas trop éloignée de l'école, ce qui permet de faire des déplacements, d'organiser des cérémonies dans des conditions qui soient acceptables avec l'emploi du temps des écoles. Et lorsque c'est possible également, il y a des promotions qui peuvent venir sur le musée. Alors les promotions, je ne sais pas si ça se fait régulièrement, mais en tout cas, les escadrons, bien souvent, lorsqu'ils viennent sur Paris, les escadrons de gendarmerie mobile profitent de leur passage sur le bassin parisien pour venir voir ce musée dont ils ont souvent entendu parler, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion de visiter par ailleurs. Et en général, c'est une très belle surprise. Voilà, pour avoir été le témoin pendant 4 ans à l'école de la naissance du musée avec la partie physique des travaux et puis l'inauguration, je peux témoigner que l'ensemble des personnels qui ne connaissent pas le musée, alors je parle des personnels de l'arme, et là je parle de gens de tout niveau, du directeur général au plus humble gendarme, avaient tous en tête à l'époque la vision un peu poussiéreuse du musée de Melun, qui était fermé au public parce qu'à l'intérieur de l'école, qui réunissait une foule d'objets mais dans des petites pièces, et dont l'historiographie était un petit peu ancienne. Eh bien, toutes ces personnes-là qui avaient cette idée un peu vieillotte donc du musée ont été toutes ébahies par le bâtiment qui nous a été livré par la communauté d'agglomération et par le nouveau musée qui ne correspondait absolument pas à ce qu'ils s'attendaient à voir. La gendarmerie, avec le musée, en fait, dispose d'un outil de communication interne et externe qui est maintenant bien connu et qu'elle exploite pleinement. Et pour l'école des officiers de la gendarmerie, le musée fait partie, j'allais dire, des moments imposés de toute visite importante qui se déroule à l'école, parce que c'est un élément qui permet d'expliquer aux uns et aux autres ce qu'est la gendarmerie. Peut-être dire au-delà du comment, l'ancien gendarme que je suis et le président de la Société nationale d'histoire et du patrimoine de la gendarmerie et président de la Société des Amis du musée que je suis, c'est une conviction que tout ça est profondément nécessaire, c'est-à-dire que le héros, c'est parfaitement utilitariste comme nécessité, enfin comme enjeu. Si nous ne sommes pas capables de présenter des héros à nos jeunes, eh bien, c'est que nous aurons failli. C'est qu'il se passera quelque chose de désastreux. C'est l'enjeu, enfin l'enjeu est double en réalité. L'enjeu, il est de continuer à être une force militaire, c'est-à-dire constituée de gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la mission, ce qui n'est pas évident du tout dans un monde apaisé tel que nous avons. Il faut en même temps s'en réjouir, où la mort n'est pas forcément quelque chose que l'on accepte et où on se décrit souvent comme victime. Et je pense que la condition d'un gendarme, comme de tout militaire, c'est qu'il n'est jamais victime. Il a simplement fait don de sa vie. Mais on voit bien qu'on est dans une société où on voudrait être victime de tout. Non, on fait don gratuit de sa vie. Et c'est un engagement, c'est une vocation. Et cette vocation, elle ne peut pas se construire si elle n'est pas entretenue. Et donc on va la chercher aussi, cette vocation, dans le souvenir, des batailles, dans le souvenir surtout des gens qui se sont engagés pour donner leur vie, quelles que soient les conditions, au service de la République et de nos concitoyens. Et donc je pense que c'est ça, l'enjeu, le devoir qui incombe à l'ensemble de l'encadrement d'une institution telle que celle de la gendarmerie, de porter ces valeurs, de les porter de manière quotidienne. Toute cérémonie au drapeau, et vous disiez à juste raison que nous avons peu de drapeaux, mais on a remis en place des fanions dans les groupements. Donc toutes ces cérémonies qu'on a eu tendance à économiser pour des motifs, là aussi, d'économie, ou des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, eh bien, je pense qu'on est revenu là-dessus aujourd'hui, qu'on repratique
ça. Le baptême, au-delà des promotions, le baptême de nos casernes, sont toujours, la semaine prochaine, je serai à Chalonne, ou une brigade de Chalonne qui existe depuis longtemps, mais qui va être baptisée du nom d'un gendarme qui est mort lors du premier conflit mondial. Ben voilà, ça c'est beau. Et c'est très important pour les gendarmes qui constituent cette unité de se reconnaître, de pouvoir s'identifier à des gens qui ont fait ce don. Et évidemment, un don qu'on doit présenter, et je terminerai sur ce mot, de manière objective, parce qu'à côté de héros, il y en a qui ne le sont pas du tout chez nous, et donc ou qui n'ont pas été du tout, et qui ont été l'anti-modèle du héros. Et donc cela aussi, il faut être capable d'en parler, parce qu'il faut que nous en méfions, justement, et que nous en tirions les leçons. Est-ce qu'il y a encore on a encore presque 8 minutes. Oui. Juste une petite précision, et le colonel Ebel pourra aussi en témoigner, je pense. La façon d'enseigner l'histoire a aussi changé. Vous vous posiez la question sur comment on enseigne l'histoire aux sous-officiers, aux officiers. Le dispositif statique qui prévalait, on s'assoit dans l'amphi, on écoute pendant 8 heures le cours, il a aussi fallu changer ça. Et c'est-à-dire on a maintenant, et ça il faut le faire savoir, on a maintenant d'autres outils, et les élèves aussi, ils sont le reflet de leur génération, hein. C'est un peu une génération aussi zapping, c'est compliqué de les garder longtemps. Donc la délégation patrimoine a un outil qui s'appelle Culture Gendre, ça permet à tout le monde d'avoir une approche, une vision de l'histoire sur les lieux, etc. C'est un outil smartphone qui plaît beaucoup aux gens, et le général Véchamp en témoigne, et on a tout un réseau d'associations aussi, qui sont un petit peu des auxiliaires de l'histoire ou des facilitateurs, et tout ce réseau vient à la rencontre des élèves aussi, on leur donne cette faculté d'aller aussi chercher de l'histoire. On ne leur fera pas entrer en tête avec de la martothérapie, hein. On est bien conscient que les jeunes ont changé, hein. Et nous on est tous passionnés là, sinon vous ne seriez pas là. C'est pas le cas forcément de 100% des promotions qu'on rencontre, hein. Donc il faut savoir leur offrir l'outil autrement, parce qu'on ne leur fait pas de la visite touristique, ce qu'il faut faire c'est des visites éléments de langage. Un jeune qui sort d'école doit être capable de tenir un discours minimaliste avec un journaliste, avec un élu, avec quelqu'un qui va lui dire pourquoi vous avez une aiguillette, pourquoi c'est bleu, c'est quoi la grenade, c'est quoi les batailles. Voilà. Il y a un bagage minimum qu'ils doivent tout savoir, et ça passe au-delà d'un cours formel. Voilà, c'était la petite précision que je voulais faire. Oui, alors je voulais apporter une petite précision, parce que tout à l'heure, mon capitaine, vous avez abordé la question c'est vous qui avez parlé du monument des OPEX. Non, ou c'est le commandant Lopez peut-être? Quelqu'un en a parlé. C'était... Oui. Alors, le monument des OPEX, effectivement, va naître d'une volonté politique, hein, je voulais juste apporter une précision, c'est que les gendarmes n'en seront pas exclus de ce monument, puisque alors il y a un parti pris qui a été choisi, sur lequel je me permets simplement de donner un avis qui est très personnel. Donc il a été choisi de graver des noms dessus, des noms de personnes. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il y aura forcément des oublis et il y aura forcément des mécontents. Et parmi les noms des personnels militaires qui sont tombés en OPEX, qui seront gravés sur ce monument, il y aura 9 militaires de la gendarmerie. Alors les conditions pour être inscrit sur le monument, c'est d'être mort, donc d'être un militaire mort en OPEX, donc dans une opération reconnue comme telle, donc figurant sur l'arrêté qui fixe les dates de début et de fin de chaque opération, dans une unité qui fait partie de cette opération, et enfin d'être déclaré mort pour la France. Voilà, alors c'est assez restrictif. En ce qui concerne la gendarmerie, c'est sans doute un petit peu trop restrictif, puisque ça n'est certainement pas représentatif de l'action de la gendarmerie à l'étranger, hein. Ça exclut de facto, par exemple, toutes les missions de protection d'ambassade ou de représentation diplomatique qui ont occupé par le passé et qui continueront à occuper sans doute dans l'avenir les gendarmes. Toute la partie un peu sombre de la vie de l'ambassade en Algérie, par exemple, dans les années 90, est exclue de ce champ-là. Mais enfin voilà, je tenais à apporter cette précision sur le monument des OPEX, parce qu'il y aura des gendarmes qui seront associés à cette commémoration par le biais de 9 d'entre nous qui sont décédés dans des opérations. Merci pour cette précision importante. Mon général, mesdames, messieurs, merci mon colonel d'avoir reparlé du monument des OPEX. Ce matin, j'ai été extrêmement ému quand j'ai entendu le président de
de la Nourjande nous parlait d'un monument pour nos gendarmes qui décèdent en service et qui n'ont pas donc la gloire de l'opération extérieure. Je dois dire que le monument de Versailles est justement bicéphale parce que, pour une raison déjà, comment dirais-je, technique qui était imposée par le maire, mais d'autre part, d'un côté, il porte à nos camarades tombés glorieusement pour la France, puisqu'il a été pensé après 1918, et sur l'autre pilier, il comporte à nos camarades morts glorieusement pour le devoir. Donc, c'est-à-dire que la gendarmerie a déjà son monument, il est sur Versailles, nous sommes en train de le terminer. Je suis content de dire qu'en ce 206e anniversaire de la bataille ou du combat de Ville-Audrigot, on verra bien, il y avait marqué, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, depuis le dessin initial, Ville-Audrigot 1809. Et après un combat qui n'était pas au même niveau que Ville-Audrigot, mais assez important, avant-hier, nous avons reçu l'autorisation écrite de retransmettre ça, de transformer ça de 1809 en 1812. Et là, j'ai 50 000 malmorts qui me sont prédites si jamais je fais la moindre faute sur ce monument. Merci de m'avoir écouté. Merci Richard. Et venez à Versailles, parce que quand il a été créé, ce monument, c'est peut-être ce qui m'a déclenché, un de nos anciens a écrit en 1941, avec les mêmes mots qui ont été dits ce matin, nos jeunes viendront en pèlerinage se recueillir. Et si on veut faire des inscriptions, les inscriptions, ça s'arrête à 1939-1945. Plus rien après. Et j'ai même pensé qu'il ne fallait pas rajouter, des fois qu'il y ait des gens qui ont l'esprit un peu particulier, mais les colonnes faisant 12 mètres de haut, on peut recommencer à écrire tous les combats Indochine, Algérie ou AFN, on dira les mots qu'on veut. À 12 mètres de haut, il n'y aura personne qui viendra les taguer. Bon, c'est un débat très intéressant. Et moi, je partage, je pense qu'il n'y a aucune opposition entre, effectivement, l'enjeu qu'il y a pour nous, comme d'ailleurs le rappelait tout à l'heure le directeur du SHD, à ce que notre histoire continue à être portée par les armées, par le monde militaire. Ça me semble complètement stratégique. Il avait raison de le souligner. Et plus encore notre symbolique ou nos décorations. Ça, c'est vraiment stratégique. Mais je pense qu'il en est de même pour les opérations. C'est-à-dire que nous avons un enjeu à agir dans un cadre militaire, sous commandement militaire, et c'est ce qui justifie que nous apparaissions dans les OPEX, puisque c'en est la définition. Et des militaires engagés sur le territoire national ne seront pas au monument des OPEX. On est bien sur des opérations extérieures conduites comme telles, où la gendarmerie a sans doute des enjeux à y agir comme composante de force à part entière, dans un cadre militaire, et à poursuivre donc cet ancrage qui me semble stratégique, sans pour autant, il n'y a pas de contradiction à développer à Versailles la mémoire de l'ensemble de ces morts. Il y avait peut-être une autre intervention ? Oui. Oui, bonjour. Par rapport aux héros et faits d'armes de la gendarmerie, je voudrais savoir si dans le musée, vous abordez des événements beaucoup plus récents, notamment je pense à la lutte contre le terrorisme lors du détournement de l'Airbus Paris-Alger. Voilà, ça c'est des sujets qui intéresseraient parce que c'est des sujets modernes. Et par rapport aux héros, est-ce que vous abordez aussi l'événement de Trèbes qui a mis en avant l'acte héroïque du colonel Beltrame? Comment vous abordez ces sujets? Est-ce qu'ils sont exposés? Merci. Écoutez, deux éléments sur votre question. Comme je disais rapidement tout à l'heure, le musée a été construit dans son parcours par le sonographe et par différents intervenants à partir des collections détenues depuis 1946. Ce qui fait que le musée, en gros, c'est un projet qui date de 2005, inauguré en 2015. La construction réelle, c'est en gros 2008 sur la réflexion, le parcours, le PSC un petit peu avant, etc. Bref. Alors ça va vous paraître étrange, mais on en parlait il n'y a pas très longtemps au comité scientifique du musée. Le GIGN est assez absent. La seule chose que nous avons sur le groupe, c'est en gros une tenue d'intervention de 2010. Donc on en a pris acte, on a aussi écouté ce que dit le public. Un musée doit aussi quand même plaire un peu à son public et le faire revenir.
Donc on va travailler sur 2019-2020 avec les différentes associations pour acquérir des pièces liées à l'histoire du groupe dans son ancienne version, 73-2004, et pour la suite. Donc rien sur Marignane, etc. Concernant le colonel Beltrame, loin d'être un épiphénomène, tout à l'heure on a vu Fontan. Donc Fontan, Beltrame, c'est voilà l'archétype du héros, mais du gendarme en fait au quotidien. Je me lève le matin et je peux dans la journée ou dans la soirée être confronté à un événement transcendant et historique. Voilà. Donc Beltrame, on l'évoque pour l'instant comme ça, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de pièces, on a déjà rassemblé des choses, hein, des poèmes, des lettres, etc. Mais actuellement à l'EOGN, la promotion qui est en formation s'appelle Colonel Beltrame. Ce qui fait que dans le musée, on leur a offert, et on le fera pour chacune des promotions maintenant, les OGN, on leur a offert tout un espace qui fait à peu près la largeur, là, où ils sont en mesure d'exposer tous les objets et toutes les valorisations liées à leur parrain. Donc sur l'année, jusqu'au mois de juillet 2019, le colonel Beltrame est extrêmement présent dans le musée, dans le parcours. On va devoir réfléchir après pour le faire apparaître autrement. C'est pas si simple parce que le musée, c'est quand même un parcours de scénographie assez figé. Hein. Les pièces sont soclées, elles sont installées, elles sont fixées. Voilà, donc on a des marges de progression, mais on essaiera de faire tout ça différemment aussi dans une application qu'on va essayer de faire l'année prochaine, guide de visite, qui elle permettra d'avoir voilà, de l'actualisation, d'avoir du film, du discours narratif, des vidéos, etc. Et on essaiera de combler les manques du parcours grâce à cette application guide de visite. Voilà. Bien, cette session signe la fin de notre session. Merci.